surtout pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, hein, docteur Belaïch, je vais tenter de vous présenter brièvement et sommairement aux participants présents ce soir. Et vous me direz si je dis une bêtise. Hein. Donc, vous êtes devenu partenaire de l'UPGCS à l'été 2020, je crois. Je pense de mémoire en juillet 2020 à peu près. Hein. Et depuis, vous avez rejoint notre conseil d'administration. C'est bien ça. Hein, vous avez rejoint notre conseil d'administration. De mémoire, je ne sais plus à quelle date. Alors, donc, vous êtes, voilà, hein, je vous informe, le docteur Belaïch est gastro-entérologue et hépatologue. Hein, donc, il est donc spécialiste du tube digestif, hein, du microbiote notamment, hein, du foie, des voies biliaires et du pancréas. Donc, docteur Belaïch, vous avez exercé au centre, vous me dites hein, si je dis une bêtise, je ne suis peut-être pas bien à jour. Hein, vous avez exercé au centre. Je travaille toujours au centre hospitalier. Je suis toujours là. D'accord. Vous exercez toujours au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger, hein, d'Aulnay-sous-Bois, on est bien d'accord? C'est ça. Depuis près de 30 ans aujourd'hui? 28. C'est ça? 28, mais c'est presque. 28 ans. Et je pense que vous officiez également à la clinique Vauban, dans le 93, en Seine-Saint-Denis, hein, à quelques kilomètres donc, de Paris. Vous êtes passionné et multitâche, hein, vous êtes également enseignant, vous me dites, hein, si je dis une bêtise, vraiment je répète, enseignant à l'IFSI, donc à l'école des infirmiers, et avez écrit 3 ouvrages, peut-être plus sur le sujet. Vous êtes président du réseau de soins SIDA et hépatite, et également auteur de 2 bandes dessinées médicales ainsi que de nombreux travaux sur les hépatites et les diarrhées infectieuses. Oui. Vous êtes donc aussi l'auteur de plusieurs romans, dont 2 hein, que j'ai franchement retenus, hein, traitant notamment de la crise sanitaire hospitalière. Je cite L'hôpital sans visage et le Toubib du 93-3. C'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, vous êtes aussi passionné des jeux d'échecs hein, et vous êtes président et enseignant, si vous l'êtes toujours, du club d'échecs de Villepin en Seine-Saint-Denis. Oui, c'est ça. Et vous avez également ici aussi publié un livre sur les principes fondamentaux de cet art. Enfin, pour ceux qui vous suivent, hein, notamment sur les réseaux sociaux, ceux qui vous suivent sur les réseaux sociaux ont pu constater que vous maniez le pinceau, qu'on fait vos huiles sur toile. Est-ce qu'il s'agit bien d'huile sur toile? Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, vous êtes très impliqué dans la prise en charge du SARS-CoV-2 et vous allez donc ce soir nous exposer l'implication du microbiote intestinal en lien avec la Covid-19. Hein. Je précise que ce microbiote était anciennement nommé flore intestinale et aujourd'hui donc qualifié de microbiote. Hein. Il y a beaucoup de choses à dire sur le microbiote. Intestinal, qui a un terme un peu désuet parce qu'en fait, il joue un rôle beaucoup plus important qu'on ne le croyait, et donc c'est pour ça qu'on appelle le microbiote. Voilà, le microbiote, donc pour certains savants et certains sachants, c'est un petit peu notre deuxième cerveau, hein, et notamment il intervient beaucoup au niveau de notre immunité, hein, notre système immunitaire. Mais donc du coup, je vais vous laisser la parole pour nous expliquer le microbiote et le SARS-CoV-2. Merci docteur Belaïch. Merci de cette présentation. Donc voilà, oui, je suis tombé sur le Covid parce qu'en fait, j'étais obligé de tomber dedans vu que c'était une maladie qui venait en plein fouet, donc il fallait un petit peu travailler dessus et comprendre un peu les relations de ce Covid qui était au départ une maladie qu'on croyait essentiellement ORL et pulmonaire, mais en fait, qui est une maladie possiblement, certainement digestive et possiblement, peut-être que le digestif interfère avec les autres microbiotes, en particulier celui du poumon. Alors, la diapo suivante. Alors, le Covid qui est sur la diapo suivante. Alors, en fait, comment va-t-il interagir avec ces bactéries multiples et variées du microbiote, puisqu'on sait que maintenant, on a à peu près des milliards de bactéries, 10 puissance 12 par gramme de sel. Vous ferez vos comptes vous-même en sachant combien vous faites de sel par jour et combien vous avez de sel dans votre côlon et votre intestin grêle. Et vous aurez une multiplication à faire. Vous verrez que vous avez des milliards de bactéries différentes dans votre microbiote. Alors, je ne vais pas vous faire l'énumération de toutes les bactéries, mais je vais vous en citer quelques-unes. C'est la diapo suivante.
Il y a des bactéries qui sont des bactéries dominantes. On a les Clostridium. Alors, il y a un mauvais Clostridium, mais qui est sélectionné, que vous avez peut-être entendu parler, le Clostridium difficile, qui est un Clostridium qui est pourvoyeur d'une maladie digestive sérieuse quand il est sélectionné, qui va sécréter des toxines. Les Eubacterium, les Facilobacterium, les Bacteroides, les Bifidobacterium, qui sont plutôt des bactéries anaérobies, puisque vous savez que le côlon en particulier est un milieu plutôt anaérobie qu'aérobie. Et puis vous avez des colibacilles, des entérobactéries, des streptocoques qui sont plutôt des espèces rares. Et vous avez aussi dedans d'autres bactéries, des levures et tout ça. Et avoir ces bactéries, des 100 milliards de bactéries dans notre intestin, qui habitent dans notre intestin, quel est leur rôle particulier? Et on s'est aperçu que ces bactéries, en fait, ils avaient des milliards de chromosomes, ils avaient des milliards d'interactions, et en fait, ils interagissent entre elles déjà, et puis ils interagissent avec d'autres fonctions. On verra quelles sont leurs fonctions. Alors, c'est la diapo suivante. Alors, le microbiote, il a plusieurs actions. En fait, le microbiote, on croit que c'est des bactéries. Les bactéries, on se dit, bon, bah, c'est sale, c'est pas propre, ça va donner des maladies. Et bien non, en fait, il va vous protéger contre les pathogènes. Et si vous n'avez pas vos bactéries habituelles, et si vous avez sélectionné des bactéries mauvaises, vous n'allez plus pouvoir vous protéger contre des pathogènes. Et en particulier, on va voir dans certaines maladies où vous allez sélectionner des bactéries plutôt de mauvaise qualité. Et alors à ce moment-là, vous n'allez plus vous protéger contre les pathogènes, et en particulier le SARS-CoV-2. Alors il a aussi utilité dans la synthèse de vitamines, par exemple la vitamine K, qui est une vitamine qui permet la coagulation, la vitamine B12 qui est absorbée au niveau de l'intestin et qui est importante pour faire des globules rouges. On sait qu'il agit aussi dans le système immunitaire, et donc on sait que si vous avez un mauvais microbiote, vous allez avoir un mauvais système immunitaire, et à ce moment-là, vous allez peut-être avoir des maladies auto-immunes ou d'autres maladies, en particulier les maladies de Crohn, les maladies CH. On sait que le microbiote agit dans ces maladies-là. On sait qu'il agit aussi dans l'intestin en permettant l'irrigation de l'intestin, et quand les microbiotes a une mauvaise action au niveau, il y a de mauvaises bactéries, ben il va se faire de l'ischémie intestinale, et probablement l'ischémie qui est provoquée par le SARS-CoV-2 est probablement induite par cette mauvaise angiogénèse. Bon, il y a aussi le stockage des graisses, et on sait que par exemple chez les obèses, on sait que très bien que le microbiote le mauvais microbiote dans l'intestin et dans le côlon agit et va stocker les graisses, et à ce moment-là, vous allez avoir des obésités, et vous allez aggraver votre obésité parce que vous avez un mauvais microbiote avec un mauvais cercle vicieux. Vous allez aussi fermenter les fibres alimentaires, et vous allez avoir la sécrétion de glucose, et on sait qu'il y a une interaction très importante avec l'intestin et le cerveau, et on sait maintenant que certaines maladies, peut-être du cerveau, et même psychiatriques, entre guillemets, comme l'autisme, en fait, l'action du microbiote aurait des actions sur certaines maladies cérébrales. C'est la diapo suivante. Il faut couper les micros. On va demander à tout le monde de couper les micros. Je n'ai pas cette fonction dans ma version Zoom, mais on demande à tous les participants de couper leur micro, la petite icône en bas à gauche, parce que sinon on entend mal le docteur Belaïch. On n'a pas à entendre les personnes qui se mouchent. Hein. Merci. Alors, la diapo suivante. Alors qu'est-ce qui va déséquilibrer le microbiote? Alors, on sait que chez la femme, la ménopause agit sur le microbiote, et ça explique probablement certaines, pas pathologies, mais certaines différences entre une femme qui est non ménopausée et ménopausée. On sait que, par exemple, la ménopause favorise la constipation et certaines problèmes intestinaux. L'alcool, on sait que l'alcool aussi modifie le microbiote. Le sport intensif, curieusement, ça modifie le microbiote, pas forcément en bien, et donc il faut faire attention avec le sport intensif. Les infections bactériennes, alors ça c'est très classique, quand vous avez fait une gastro-entérite ou une maladie, une intoxication alimentaire, vous avez remarqué probablement avoir parfois, et même souvent pendant quelques mois, des
des flatulences ou des problèmes digestifs et qui peuvent persévérer avant et perdurer et avoir à ce moment-là aggraver ce qu'on appelle les troubles fonctionnels intestinaux par le fait d'avoir une intoxication alimentaire. Bon, la pollution, les additifs, en particulier le sucre raffiné, qui est une mauvaise chose pour le côlon et les intestins, le stress et certains médicaments, en particulier les antibiotiques et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, qui vont aussi modifier le microbiote. On sait que certains antibiotiques, en particulier les antibiotiques de large spectre comme l'augmentin ou la pénicilline ou d'autres antibiotiques peuvent modifier le microbiote et parfois provoquer même des maladies intestinales. Dans les infections bactériennes, il y a aussi les infections virales qui agissent aussi sur ce microbiote. Et le SARS-CoV-2, on sait qu'il modifie le microbiote intestinal. On a quelques études qui le prouvent maintenant de façon formelle. Alors, diapo suivante. Alors voilà, je vous ai montré un schéma pour vous montrer un petit peu pourquoi en fait la personne qui est obèse, ce serait pareil pour le diabétique, puisque sur le diabétique on a fait les mêmes tests, on a pris deux microbiotes différents, on a transplanté le microbiote intestinal de la personne mince à une souris, qui était une souris, même souris, et on a pris le microbiote de l'obèse. Merci de couper votre micro, les participants. On n'entend plus le docteur Belaïch. Et donc, en fait, ce microbiote qu'on a transplanté chez la souris mince restait mince. Par contre, le microbiote qu'on avait transplanté chez la souris mince, elle devenait obèse. Donc, en fait, on voit très bien que ce microbiote, qui est différent chez la personne mince et obèse, en fait, c'est lui qui agit sur l'obésité et c'est lui qui va faire grossir la souris. Donc, en fait, c'est un cercle virtueux, un mauvais cercle vertueux, en fait, pas vertueux, mais contre-vertueux, on va dire. Et en fait, l'obèse, en fait, a un mauvais microbiote. Et si ce microbiote, on n'interagit pas sur ce microbiote, en fait, il va devenir de plus en plus obèse. Et ça expliquerait probablement les obésités morbides et voilà. Donc, il y a des études actuellement sur ce microbiote et l'obèse et peut-être la modification de ce microbiote. Ça expliquerait probablement pourquoi le SARS-CoV-2 aussi a une action beaucoup plus importante chez la personne obèse et le diabétique. Il profiterait de ce mauvais microbiote intestinal. La diapo suivante. Alors ça, c'est l'interaction entre le microbiote et le cerveau. Alors voilà, c'est une diapo qui résume un petit peu toutes les fonctions cérébrales. On va en voir quelques-unes qui sont intéressantes. Et on voit en fait ce microbiote intestinal. On voit quelques molécules que vous avez peut-être entendu parler. Par exemple, la sérotonine, qui est intéressante et on sait très bien que la sérotonine est très intéressante, par exemple, on sait très bien que par exemple dans le cerveau, si on n'a pas de sérotonine, on peut faire des dépressions. Et donc, on voit que si on a une modification du microbiote intestinal à un moment donné de sa vie, on peut ne plus sécréter cette sérotonine. Et à ce moment-là, cette sérotonine cérébrale, il y en a moins. Et à ce moment-là, faire peut-être des dépressions. Il y a la noradrénaline aussi, qui est une hormone très importante pour l'énergie et pour le cœur et pour le cerveau. Il y a aussi sur les cellules nerveuses, il y a des cellules nerveuses dendritiques qui sont sur les cellules intestinales et ces microbiotes agissent sur ces cellules nerveuses qui sont des cellules qui sont du système parasympathique, en fait, qui sont des cellules indépendantes, mais qui, quand elles fonctionnent mal, peuvent donner des malaises ou ce qu'on appelle des syndromes vagaux, etc. Il y a aussi des cytokines, et là on voit la cascade en fait que nous avait parlé le docteur Gaillet. On voyait les cytokines avec les cellules B, les cellules T, etc. Et on voit que ce microbiote agit sur ces cytokines, et en fait elle expliquerait une partie, et en fait au niveau digestif, elle expliquerait quasiment toutes les ischémies intestinales qu'on va voir tout à l'heure, par exemple dans les Covid, alors pas les Covid longs, mais les Covid aigus.
Et donc, on sait très bien qu'à ce moment-là, le microbiote, par le SARS-CoV-2, ces bactéries intestinales, alors on ne sait pas actuellement quelles sont les bactéries qui sont incriminées. On avait parlé de Prevotella ou d'autres bactéries, mais on ne sait pas laquelle, et peut-être c'est plusieurs d'ailleurs, peut-être plusieurs, qui agiraient au niveau de ces cytokines et agiraient au niveau du cerveau. Voilà, alors diapo suivante. Alors, le virus, en fait, vous savez qu'il s'accroche sur le récepteur ACE2, et en fait, ce virus, c'est ce récepteur ACE2, il est aussi important et même peut-être plus important au niveau de l'intestin qu'au niveau du poumon. Et donc, en fait, quand on fait un Covid pulmonaire, même si on n'a pas des signes digestifs, on sait très bien que ce Covid va rentrer dans l'intestin et va donner, il va avoir, va être migré dans l'intestin et aller dans les selles. Puisque vous savez qu'on peut maintenant voir ce qui se passe avec l'épidémie en faisant des prélèvements des eaux usées avec les pompiers qui peuvent nous dire à l'avance les phases épidémiques. Alors, vous savez qu'il y a la protéine S, cette protéine S qui est la fameuse protéine S qui est qui entoure le virus, qui va s'accrocher grâce à ce protéine S, va s'accrocher sur ce récepteur ACE2 dans le tube digestif. Donc, en fait, la muqueuse intestinale, c'est un réservoir idéal pour le SARS-CoV-2. Et le SARS-CoV-2, il adore la muqueuse intestinale et il s'accroche dessus et il peut rester longtemps. Et on a trouvé dans certains Covid longs, après plusieurs mois, il y a eu au moins une étude qui avait prouvé sur une muqueuse intestinale, on avait retrouvé du SARS-CoV-2 qui était resté accroché à la muqueuse intestinale avec des preuves histologiques. Alors, il y a, à ce moment-là, il va provoquer ce qu'on appelle une dysbiose. Une dysbiose, c'est quoi? C'est un déséquilibre de la flore intestinale ou du microbiote intestinal. En fait, ces récepteurs deviennent plus nombreux et en fait, ce virus va être favorisé, il va se proliférer de plus en plus. En fait, c'est un cercle vicieux encore à nouveau, où le virus va s'accrocher et plus il va s'accrocher, plus il va changer la flore intestinale et en changeant la flore intestinale, il va proliférer encore plus. Donc, vous voyez, c'est ça qui va se passer. Alors, la diapo suivante. Alors là, vous avez des moches photos, mais pour vous montrer qu'en fait, dans les complications du SARS-CoV-2, il y a les complications pulmonaires que vous connaissez, qui sont des complications, la pneumopathie, qui se traite par cortisone dans les formes très graves, la dexaméthasone avec l'oxygène, qui peut aller jusqu'à l'embolie pulmonaire, vous le savez maintenant. Et dans l'intestin, il y a aussi l'embolie intestinale, qui ne s'appelle pas l'embolie intestinale, mais qui s'appelle l'ischémie intestinale et qui peut aller jusqu'à la nécrose intestinale. Et on voit ici, que le SARS-CoV-2 provoque ce qu'on appelle l'ischémie intestinale avec la nécrose de l'intestin. Alors, la différence avec l'embolie pulmonaire, c'est que l'embolie pulmonaire, dans le SARS-CoV-2, elle peut être mortelle, ça vous le savez, mais si on met de l'anticoagulation dans l'ischémie, dans l'embolie pulmonaire, elle peut être réversible, mais dans l'ischémie intestinale, c'est rarement réversible. Il faut opérer et enlever le bout d'intestin qui a été infarci et on se retrouve avec des ischémies, avec des opérations sur l'intestin et des ablations d'intestin ou du côlon. La diapo suivante. Alors ça, c'est les formes très graves. Et la forme moins grave, c'est les formes où on voit une colite ischémique. Alors là, cette colite ischémique, on la traite par antibiotiques. Alors, vous allez me dire, on va mettre des antibiotiques. Ben oui, on met des antibiotiques pour éviter en fait qu'il y ait une pullulation microbienne de cette ischémie intestinale. Et à ce moment-là, c'est pas pour changer le microbiote, c'est vraiment pour éviter que les germes intestinaux passent dans le sang et ce qu'on appelle faire des septicémies. Vous avez des diapos du côté droit une photo du côté droit où on voit à ce moment-là même des taches rouges. Et les taches rouges, en fait, c'est des taches purpuriques qu'on voit qui sont des taches d'ischémie. Là, c'est le côlon et à droite, c'est l'estomac. Et on voit qu'en fait, ça peut atteindre tous les organes du digestif et en fait, ça donne des taches rouges et ces taches rouges sont un tas d'ischémie. La diapo suivante.
Alors, il y a une étude hongkongaise qui a été publiée dans Gut. Gut, c'est une revue scientifique, une bonne revue scientifique digestive en 2020, qui avait. Alors, il faut savoir que tous les virus et la grippe, le virus respiratoire syncytial, sont capables de modifier le microbiome intestinal. Ça a été montré de longue date. Et en fait, du fait de son rôle immunitaire, le microbiote va subir des modifications, quelle que soit l'infection. Et comme il y a un rôle immunitaire qui va se passer, en fait, il va y avoir une modification de l'immunité, et cette modification de l'immunité va provoquer à ce moment-là des suraffections ou des choses de ce style-là. Dans une étude préliminaire, ils ont mené une étude préliminaire avec il n'y a pas de grands échantillons de malades, mais quelques faibles échantillons. Ils ont montré qu'avec le SARS-CoV-2, il y avait des microbiota du microbiote. Et en fait, ils ont montré chez ces malades qu'il y avait des microbiotes différents par rapport à leur microbiote habituel. Et donc, en fait, ils ont montré qu'en fait, il y avait des changements de composition. Et donc, ces changements de composition de ce microbiote, ils joueraient un rôle dans la dysrégulation et la dérégulation de la réponse immunitaire locale et probablement de la réponse immunitaire générale. Et ces modifications de cette modification immunitaire provoquerait des augmentations de cytokines, de chimiokines qu'on a vues, qui sont des petites molécules qui vont dans le plasma sanguin et qui vont atteindre les tissus. Et donc, ils vont passer dans le tissu et dans les tissus, et en particulier les tissus cardiaques et un peu partout, et vont donner des maladies et d'autres complications que vous connaissez, qui sont les complications cardiaques, la péricardite, la myocardite, et les atteintes cérébrales, puisque ces cytokines et ces chimiokines sont des petites molécules qui sont des toutes petites molécules et qui passent même la barrière hémato-encéphalique, qui peuvent aller jusqu'au dans le cerveau et provoquer des atteintes du cerveau, les ischémies cérébrales et tout ce qu'on connaît actuellement dans le Covid. Et donc, ces petites cytokines et ces chimiokines, en fait, les prochaines études qu'il faudrait mener, c'est comment remodifier le microbiote intestinal de ces malades-là pour pouvoir éviter que ces cytokines et ces chimiokines repassent dans le plasma sanguin et faire en fait qu'ils arrêtent de passer et qu'ils arrêtent de faire les maladies que vous connaissez, qui sont des maladies, une maladie persistante, pro-inflammatoire, provoquée par ces petites molécules. La diapo suivante. Alors voilà, donc vous avez ici ce que vous faites de professeur Gaillet. En fait, ce microbiote et l'immunité, on voit qu'il y avoir des bactéries qui vont être résidentes dans l'intestin, qui sont des mauvaises bactéries, qui sont des bactéries qui sont plus pathogènes. Alors, et à ce moment-là, ils vont provoquer une immunité différente. Il va y avoir des macrophages qui vont arriver, et ces macrophages vont arriver et vont provoquer la phagocytose, c'est-à-dire ils vont les avaler. Ils vont avaler ces bactéries parce qu'en fait, ces bactéries sont parfois même entourées de SARS-CoV-2 parce que le SARS-CoV-2, il est bactériophage, donc il adore les bactéries aussi, donc il se pose sur les bactéries, il se pose sur la muqueuse intestinale et en fait, il va avoir une inflammation persistante au niveau intestinal et au niveau du microbiote qui est probablement aussi favorisée par certains nutriments qu'on a déjà vus, qui sont les sucres raffinés, etc., et qu'il faut peut-être éviter de manger quand on a un Covid long. La diapo suivante. Alors, le traitement, donc en fait, on sait aussi que dans le Covid long, il y a une dysbiose persistante. Et cette dysbiose persistante est probablement due à une persistance virale, on vient de le voir, le long de la muqueuse intestinale. Et même si la PCR redevient négative, si même vous faites une PCR anale, puisque les Chinois l'en font, nous en Europe et même en France, la PCR, est-ce que vous coupez le micro s'il vous plaît, je ne sais pas qui parle. Si la PCR devient négative dans le poumon et même devient négative même dans les selles, on sait très bien qu'il peut rester du Covid dans votre intestin.
Donc, il y a cette persistance virale. Probablement, l'hypothèse, c'est que ce microbiote intestinal qui devient dysbiotique, en fait, qui a une dysbiose persistante, associée au Covid, qui provoquerait en fait la durabilité des symptômes, soit les symptômes digestifs, soit les symptômes qu'on vient de voir, puisque ces petites molécules qui sont sécrétées au sein de l'intestin passe dans le sang à ce moment-là, parce qu'il y a une augmentation de la perméabilité intestinale. Ça aussi, ce qui est important, c'est que quand il y a un Covid qui se passe, on voit que en fait, le côlon est un peu, la muqueuse est un peu abîmée, et à ce moment-là, même parfois très abîmée, on voit qu'il y a une ischémie, mais même quand elle peut être un peu abîmée, et à ce moment-là, les molécules passent beaucoup plus facilement dans le sang, puisque l'intestin est entouré de cellules sanguines avec, on a vu, de petits capillaires, et c'est très facile pour les molécules de passer de l'intestin, de l'intérieur de l'intestin, de l'extérieur de l'intestin, puisque l'intestin devient plus poreux et il passe plus facilement. Alors, ce qui est important, c'est que les traitements antibiotiques, quel que soit le traitement antibiotique qui aurait été reçu par la personne par le Covid, en fait, les résultats ne changent pas. Donc, en fait, l'altération, si elle existe, si elle persiste, elle n'est pas modifiée par un traitement antibiotique. Donc, donner un traitement antibiotique à un Covid n'est pas pourvoyeur de plus de Covid long que donc, ça a été montré qu'en fait, que donner des antibiotiques à un malade Covid n'est pas pourvoyeur d'une maladie beaucoup plus grave, en tout cas. Donc, on peut éventuellement donner des antibiotiques. Alors, est-ce qu'il faut en donner après, au cours du Covid long? Là, il n'y a pas d'études actuellement. Je ne peux pas vous dire qu'il faut en donner ou pas en donner, puisqu'il n'y a aucune étude sur l'intérêt d'une antibiothérapie prolongée, par exemple, dans la maladie Covid long. C'est une hypothèse où on pourrait éventuellement essayer de donner pour modifier le microbiote. Il y a plusieurs façons de modifier le microbiote, on va le voir. Alors, il y a aussi l'alimentation, c'est le diapo suivante, je pense. Voilà. Donc, en fait, pour les personnes qui sont en surcharge pondérale, obésité, diabète, il faut perdre du poids. Et au contraire, ceux qui ont perdu du poids, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, au contraire, qui ont eu un Covid long, qui ont perdu énormément de poids, il faut se réadapter en alimentation. Et alors, il y a des méthodes de réadaptation alimentaire. Je pense qu'un des régimes les plus intéressants, c'est le régime dit méditerranéen, en fait, le régime crétois, en fait, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un régime peu sucré. En fait, il n'y a pas de sucre raffiné, qui n'est pas industrialisé, qui est riche en légumes et en légumineuses, avec beaucoup d'agrumes, du citron, des pommes, des poires, riche en oméga 3, avec des noix, des amandes, de l'huile d'olive. Et la dernière chose que je voulais vous parler, c'est l'intérêt des probiotiques. Alors, ce n'est pas très clair dans la littérature. Il y a quelques articles sur les probiotiques, parce que je sais c'est la dernière diapo que je voulais vous mettre, je l'ai rajouté parce qu'en fait, je savais que vous allez me poser cette question. Est-ce qu'on peut donner des probiotiques dans le microbiote? Est-ce que ça modifierait le microbiote? Alors, on sait que certains probiotiques pris au long cours modifient le microbiote. Et puisque c'est quoi les probiotiques? En fait, les probiotiques, ce sont des bactéries qu'on donne en gélules la plupart du temps et qui vont modifier, en fait, qui vont se rajouter à votre microbiote habituel et qui sont des bonnes bactéries habituelles. Voilà. Et donc, en fait, mais le problème, c'est que ces probiotiques, c'est un médicament, c'est un médicament qui n'est pas remboursé déjà, donc c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est qu'il faut le prendre très longtemps. Parce qu'en fait, si vous le prenez vous le prenez que très peu de temps, en fait, il va modifier que très peu de temps votre microbiote et il va pas pouvoir le modifier au long cours. Donc, il faut le prendre assez longtemps et donc au moins 3 mois, voire 6 mois, et voir si au bout de 6 mois, vous avez une modification de vos symptomatologies, parce que vous ne pourrez pas faire de test pour savoir si votre microbiote s'est modifié. La diapo suivante. Voilà, donc en fait, ces probiotiques agiraient en renforcer, alors ça c'est la pub, c'est renforcer le système immunitaire, éliminer les toxines et rééquilibrer la flore intestinale. En fait, ça c'est une pub, c'est sorti d'une pub, mais en fait, les probiotiques, en fait, c'est un rajout de bactéries qui sont plutôt
en faveur, qui sont plutôt des bonnes bactéries et qui pourraient modifier un peu votre microbiote de façon intéressante. Voilà, donc j'ai fini sur le diaporama. Maintenant, on va répondre aux questions. Je pense qu'il y a beaucoup plus de questions que le diaporama. Si vous avez des microbiotes déjà. Voilà. D'ores et déjà, avant qu'on regarde les questions sur le chat, vous avez parlé en début d'intervention des bactéries aérobies et anaérobies. Peut-être que tout le monde n'a pas compris. Est-ce ici parler des bactéries salutaires et des bactéries délétères dans le microbiote? Alors, les bactéries anaérobies, c'est celles qui vivent sans air. Et les bactéries aérobies, c'est celles qui peuvent vivre à l'air, C'est ça, c'est la différence. Alors, il y a des bactéries anaérobies qui sont délétères, comme le Clostridium difficile, et il y a des bactéries aérobies qui sont salutaires. Donc, ce n'est pas forcément l'aérobie, l'anaérobiose, ce n'est pas forcément salutaire ou pas salutaire. D'accord. Dans les deux camps, il y a des mauvaises et des bonnes bactéries. Mais dans le côlon, vous comprenez bien, comme c'est un système clos, il y a plus de bactéries anaérobies que de bactéries aérobies. Voilà, une dernière question pour moi, après je laisserai répondre au chat. Donc, vous avez parlé du microbiote, donc d'un dysfonctionnement du microbiote, donc de la perte de la symbiose, j'ai envie de dire, au sein de ce microbiote. Est-ce que dans le cas de la prise en charge du SARS-CoV-2, est-il envisageable d'imaginer, est-ce qu'on peut imaginer qu'une greffe de microbiote émanant d'une personne saine, ayant un super microbiote avec une immunité plus, ayant été confrontée au SARS-CoV-2 moult fois, mais ne l'ayant jamais contracté, est-ce qu'imaginer une greffe de microbiote d'une personne telle que celle que je viens de citer pourrait être une solution pour soigner notamment les Covid longs? Moi, je pense que c'est très intéressant. J'en ai parlé, par exemple, au professeur Sokol, qui est le professeur de la transplantation fécale. Et je l'ai eu au téléphone et au début, il m'a pris pour un dingue. Je lui ai dit la transplantation fécale parce que, en fait, la transplantation fécale, il faut savoir qu'on l'a testée, par exemple, dans le Clostridium difficile. Et dans certains malades qui ont eu cette maladie, la Clostridium difficile, on a transplanté en fécale et on a pu guérir des malades qui étaient incurables avec des Clostridium difficile, qui est une bactérie qui peut donner des colites graves et qui peuvent même des colites graves mortelles et qui peuvent se terminer par des colectomies. Et donc, en les transplantant, on a permis de les guérir. Et donc, je me suis posé la question si on pouvait, donc posé cette question, si on pouvait envisager une transplantation fécale au Covid long. Et au début, il m'a dit, ouais, bon, c'est quoi cette histoire? Je lui ai dit, ben écoute, parce que bon, on se connaît, je lui ai dit, écoute, réfléchis-en. Et là, j'ai vu qu'il avait posté une interview et il envisagerait peut-être de tester ça. Donc, ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que c'est probablement une des, alors je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est peut-être une des solutions puisque on transplanterait chez un malade qui a un mauvais microbiote intestinal et ça serait un test intéressant pour voir si on lui transplanterait un nouveau microbiote intestinal qui c'est un microbiote bien sûr d'un malade non infecté Bah oui. et donc on lui transplanterait peut-être alors maintenant avant la transplantation fécale c'était très compliqué parce qu'on devait faire des transplantations intrafamiliales, donc les patients avaient. Moi, les premières que j'ai vues, c'était les frères ou les enfants allaient faisaient des selles et après on les diluait, on les mettait en concentration et après on faisait une coloscopie et on tapissait la muqueuse en coloscopie. Mais maintenant c'est plus comme ça. Maintenant il y a des gélules qui sont faites de microbiotes. C'est comme des probiotiques, on les avale. Bon, ils ont plus du tout le goût, bien sûr, heureusement, et on les avale et ça permet de modifier son microbiote. Non, c'est un peu ragoûtant, c'est vrai, là on mange de la merde quand même, il faut le savoir. Quoi. La transplantation fécale. Voilà. Ouais, mais Mais on ça a vu serait que intéressant parce que
c'est une piste intéressante. On a vu que ça fonctionnait notamment chez certains obèses, hein, une transplantation fécale, notamment via ces gélules aujourd'hui. Voilà, donc du coup, ces personnes obèses ont perdu, je ne sais pas en combien de temps, mais en quelques mois, 10 à 20 kilos, hein, uniquement par une transplantation fécale via ces gélules dont vous parlez. Donc du coup, pour le SARS-CoV-2, c'est peut-être une piste aussi assez intéressante. Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas s'il va mener cette étude. En fait, je ne pense pas pour l'instant, ça n'intéresse pas trop le SARS-CoV-2. Il en a parlé avec une interview, j'ai entendu, mais ce n'est pas son domaine de prédilection pour l'instant. Ah non, et en plus, il a d'autres chats à fouetter, comme on dit. Ça, c'est clair. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que je peux intervenir? Oui, bien sûr. Oui, bonjour, docteur. Je voulais savoir, il y a beaucoup de questions dans le chat, donc je vais pas trop mobiliser. Moi, je voulais savoir quelle était, selon vous, la durée. J'ai deux questions, en fait. Est-ce qu'il est vrai que les probiotiques ne sont pas efficaces sans prébiotiques? Ou est-ce que c'est un peu de lobbying des labos qui disent maintenant, OK, tout le monde connaît les probiotiques, donc on commence à parler des prébiotiques. Moi, je commence à en entendre parler depuis un an. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est selon vous, combien de temps est-ce qu'il faut prendre des probiotiques pour espérer réussir à renouveler la flore intestinale? Voilà, je coupe mon micro. Merci. Moi, je ne vous cache pas que les probiotiques, j'en prescris très peu. Hein, donc, même dans les colopathies dites fonctionnelles, c'est un des traitements, mais j'en prescris très peu parce que je pense qu'il y a beaucoup de lobbying. Donc, il faut se méfier de tous les lobbying pharmaceutiques, puisqu'en plus, c'est en vente libre. Donc, en fait, ils mettent les prix qu'ils veulent. Donc, alors, les probiotiques, je ne sais pas trop la différence. C'est les mêmes bactéries, donc je ne vois pas trop qu'il y a des différences entre les deux. Donc, on peut vendre 2 molécules au lieu d'une. Maintenant, je pense que si on doit faire un essai, on peut faire un essai sur 2 mois, 2-3 mois, et si on ne voit aucun résultat, je pense qu'il faut abandonner l'idée. Hein. C'est ce que je fais à mes colopathies fonctionnelles quand vraiment ils ont vraiment, alors ils n'ont pas de SARS-CoV-2, hein, mais quand vraiment tous les traitements qu'on a essayés ne marchent pas, je leur propose d'essayer un probiotique pendant 3 mois, mais si j'aurais dit que si ça ne marche pas au bout de 2-3 mois, ça ne marchera pas. Il ne faut pas se somnibuler à continuer à dépenser de l'argent. D'accord, merci. On a une question de Carole Ragonnet qui dit « Peut-il y avoir dysbiose intestinale sans signe clinique à la coloscopie ?» Ah oui, bien sûr. La dysbiose intestinale, la coloscopie est normale. Et la coloscopie et même des biopsies étagées, c'est ça le problème. C'est le problème Plus rien. des SARS-CoV-2. Alors, on toujours quand il y a une diarrhée chronique, voilà, mais la plupart du temps, les biopsies étagées, intestinales, on rentre dans l'iléon, on fait une coloscopie, on fait des biopsies étagées, on fait duodénum, un stoma, et on ne trouve rien la plupart du temps. On ne trouve absolument rien. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas de dysbiose intestinale. La dysbiose intestinale, c'est vraiment la composition du microbiote, ce n'est pas du tout la muqueuse intestinale. Là, les photos que je vous ai montrées, c'est des photos de malades qui ont eu le Covid en aigu. Ce n'est pas des malades qui ont eu des Covid en chronique. En chronique, la muqueuse, elle est normale. Hein. Et même si on fait des caméras capsules, certains sont amusés à faire des examens en avalant des capsules intestinales, on ne trouve rien non plus. Il n'y a pas de muqueuse anormale. Donc, c'est vraiment dans l'intérieur de l'intestin ou accroché à l'intestin en histologie. Ce n'est pas du tout la muqueuse elle-même qui est malade. Donc, il ne faut pas s'attendre à se dire je vais faire. Alors, la colon, on l'a fait parce qu'il faut éliminer d'autres causes la plupart du temps. Il ne faut pas dire que c'est toujours le SARS-CoV-2. Surtout quand on a une diarrhée chronique, il faut éliminer un polype, un cancer. On ne va pas se dire à chaque fois c'est le SARS-CoV-2 parce que sinon on va passer devant d'autres maladies. Mais là, la dernière fois, j'ai trouvé une maladie de Crohn, par exemple. C'était un SARS-CoV-2. Elle a eu un SARS-CoV-2. 3 mois après, elle m'a fait une maladie de Crohn. Si j'avais pas fait la colo, je n'aurais pas trouvé la maladie de Crohn. J'aurais un SARS-CoV-2, je l'aurais traité comme un SARS-CoV-2 et elle n'aurait jamais guéri. Donc il fallait faire la coloscopie pour le prouver.
Donc, vous voyez, donc, il faut quand même faire ces examens-là à un moment donné. Voilà. Je ne vous cache pas que j'ai testé quand même des traitements antibiotiques pour certains malades, avec des résultats différents. Certains malades ont eu des très bons résultats, mais plus je les ai faits rapidement, mieux c'était. En fait, il ne faut pas trop attendre parce que je pense que plus on attend, plus on peut moins modifier le microbiote intestinal par les antibiotiques. Donc, et si on doit les modifier, c'est assez rapidement. Voilà. Enfin, je peux attester pour avoir bénéficié de ce traitement en juillet, c'est-à-dire 3 mois après ma forme initiale, que je m'en tire nettement mieux au niveau intestinal que mes proches qui ont fait des formes mineures, peu symptomatiques à la même période, qui n'ont pas vraiment un Covid long, mais qui ont des problèmes intestinaux qui réapparaissent régulièrement. Qui est leur seul symptôme depuis le Covid. Merci de couper vos micros quand vous n'intervenez pas. Aline Guichard évoque le problème dans les régimes que tu as annoncés des agrumes, de la pomme et de la poire. Je voulais dire effectivement que concernant les régimes intéressant pour le microbiote. Il faut cependant, avant d'introduire trop d'agrumes, avoir vérifié une hypothyroïdie avant, parce que les agrumes ne sont pas trop recommandés par rapport aux problèmes thyroïdiens, et encore moins quand on est sous hormones, enfin sous lévothyroxine, où là, les agrumes ne sont pas privilégiés du tout, puisqu'ils interfèrent avec la prise de lévothyroxine. Mais là, Aline Guichard évoquait plutôt l'activation de mastocytes due au Covid. En fait, j'aurais voulu poser une question à M. Balaïs en le remerciant. Je vais être très rapide. Je ne vais pas du tout faire de mon cas un cas général, mais il se trouve que probablement le Covid a fait exploser chez moi un syndrome d'activation mastocytaire qui était à bas bruit depuis des années et des années, probablement depuis mon enfance. Donc, je suis vraiment peut-être un cas très à part. Mais ce que je vois, c'est que le professeur Olivier Hermine à Necker est en train de faire une étude entre les Covid longs et le SAMA, car il en reçoit le quintuple depuis 10 mois. Donc, je trouve que c'est quand même intéressant de voir que, je ne suis pas la seule Covid long, entre guillemets, à avoir cette activation des mastocytes. Et la deuxième chose, c'est que, hélas, ce qui est très compliqué pour nous, parce qu'il y a beaucoup de gens comme moi avec cette activation des mastocytes, c'est qu'on peut presque plus manger rien du tout avec des alternances de diarrhée, de constipation, qui fait qu'en fait, on ne peut pas voir une nutritionniste ou un diététicien ou quelqu'un qui vous donne un régime, parce qu'en fait, c'est selon la personne, selon sa propre sensibilité à tel ou tel aliment. Et c'est très, très compliqué, enfin, en tout cas, pour moi, personnellement, c'est très, très compliqué à gérer, quoi. Très compliqué. Alors, oui, j'ai oublié de dire, bon, sur ce que j'ai proposé, c'est vrai que c'est un régime essentiellement que je propose aux personnes qui ont des surcharges pondérales. C'est vrai que les personnes qui ont des Covid longs ont aussi des symptômes digestifs qu'on ne comprend rien, des sortes de reflux avec des symptômes de remontée acide. Et quand on fait tous les tests, fibroscopie, pH-métrie, manométrie, on ne trouve rien. Donc, c'est des symptômes un peu bizarres qu'ils ont. Alors, est-ce que ce Covid, il reste accroché à la muqueuse duodénale et qui donnerait des sortes de reflux biliaires? C'est un peu très, très, très bizarre, ces symptômes qu'ils évoquent. Pourtant, ça vient pas de leur tête, puisque quand on voit très bien, ils racontent la même chose tous, et beaucoup racontent la même chose, et quand on fait des examens, on ne trouve rien non plus, et donc c'est assez gênant de leur dire on n'a rien trouvé. Mais bon, quand on leur dit honnêtement qu'on les croit et qu'on ne trouve rien, c'est plus facile de comprendre, de dire que on a essayé de trouver, mais voilà. Alors après, on peut essayer les anti-H2 aussi, qui sont intéressants par rapport aux inhibiteurs de la pompe à protons.
qui marche moyen dans ces symptômes-là. Dans les activations mastocytaires, je sais qu'on fait des associations anti-H1, anti-H2, donc voilà. Alors, l'activation mastocytaire, c'est quoi les mastocytes? En fait, c'est, comme le docteur Gaillet l'avait dit, c'est en fait une grosse cellule qui va sécréter, qui va provoquer la réaction lymphocytaire, etc., et qui va sécréter des histamines et d'autres produits qui sont des produits dits allergisants et qui vont donner une sorte d'allergie. Alors, l'allergie alimentaire, par exemple, c'est pas clair non plus. L'allergie alimentaire, pour avoir lu et même écrit, essayer de traduire un peu des articles sur l'allergie alimentaire, c'est pas clair du tout, hein. À part la maladie cœliaque, qui est une maladie très particulière, qui est une atrophie pilositaire et qui se voit en biopsie, le reste des allergies alimentaires, à part certaines allergies à l'huître, par exemple, qui est très, très classique, et pour ceux qui l'ont et savent très bien qu'ils ne doivent pas manger l'huître ou certains aliments très, très particuliers, mais après, les autres allergies, c'est pas clair. Il y en a certains, ils disent qu'ils ont une allergie à la banane, d'autres, ils vont dire qu'ils ont des allergies à certains aliments, mais c'est pas clair du tout. L'allergie alimentaire, c'est pas clair. Et donc, en fait, quand les malades disent moi, je peux pas supporter tel aliment, on leur fait confiance, puisque c'est eux, c'est leur corps, donc on leur dit d'accord, il faut pas en manger. On peut pas leur dire non, essayez d'en manger, parce que ça serait vraiment compliqué de les obliger à manger un aliment qui on sait qu'ils ne vont pas le supporter. Déjà, il y a l'aspect le même qui vont avoir des symptômes, mais aussi l'aspect psychologique de le manger, et on sait que ça va provoquer aussi une aggravation des symptômes. Donc, il ne faut pas obliger un malade de manger des aliments qu'il ne supporte pas, ça c'est clair. Excusez-moi, j'aurais une question, c'est possible? Oui, bien sûr. Bonsoir. Moi, j'ai des symptômes vasculaires, je pense, enfin, toujours pareil, on ne voit rien aux examens, mais j'ai toutes mes veines, tous mes vaisseaux qui sont devenus apparents, notamment dans les mains. Et du côté droit du ventre en particulier, je ne sais pas s'il y a une veine qui est devenue visible, etc. Et selon ce que je mange, en fait, j'ai très, très mal du côté droit. Et au niveau de la veine, il y a des pètes de sang, en fait, qui apparaissent. Donc, je ne sais pas trop ce qui se passe, si c'est ce que vous avez dit tout à l'heure ou ça passe à travers les parois des veines. C'est une veine sur la peau? Qui est devenue apparente, elle est toujours fine, hein, elle n'est pas gonflée, mais elle éclate de temps en temps. Alors, je suppose, je ne sais pas trop ce qui se passe. Il y a des pétéchis là qu'on appelle, je ne sais pas comment dire. Oui. Alors, c'est peut-être des microthromboses localisées, oui, c'est possible, oui. Et du coup, quel examen il faudrait faire parce qu'on m'a fait des échographies, on ne voit rien. Alors, il faudrait faire un angioscanner ou une angio-IRM de la région splanchnique, c'est-à-dire de tous les vaisseaux intestinaux veineux. Pour voir s'il y a une obstruction veineuse. D'accord. Une micro-obstruction veineuse qui expliquerait ça. Et après, peut-être le traitement, ça serait peut-être de l'aspirine à petite dose. Peut-être tenter ça. Voilà. Parce qu'effectivement, au niveau veineux, après, je ne veux pas monopoliser la parole, mais au niveau veineux, c'est impressionnant. Je ne peux plus porter un sac ou quoi, ça me coupe la circulation, j'ai les mains qui deviennent bleues. Voilà, il y a plein de choses qui font que voilà, si je m'assois sur les toilettes, d'un coup, j'ai les mains qui deviennent bleues, comme s'il y avait quelque chose qui se bouchait, quoi. Oui, ça ressemble. Pardon, docteur Bellay. Ça ressemble à un problème vasculaire, oui, un problème vasculaire, des micro-angiopathies vasculaires. Oui. Ah, vous avez vu un interniste, vous en avez parlé? Pardon? Oui, allez-y. Non, j'ai vu plusieurs spécialistes, j'ai vu un phlébologue, un angiologue, etc., mais ils ont rien vu. Je peux profiter du silence pour poser une question? Si c'est possible. Parce que je pense que dans le groupe, on a beaucoup de discussions sur l'histamine et là, on n'aborde pas le sujet. Enfin, moi, je sais personnellement la réaction à l'histamine, enfin, l'activation des mastocytes, c'est en train de franchement me pourrir la vie.
au point de ne pas pouvoir fonctionner au quotidien. Je ne mange rien. J'ai perdu déjà 6 kilos. Je pèse 47 kilos d'ailleurs. Et j'arrive au bout. Donc, et tout ça, c'est depuis Noël, donc depuis 7-8 mois de Covid. Clairement, il y a une destruction de quelque chose au niveau microbiote et une activation des mastocytes. Et l'histamine devient une espèce de danger permanent où j'arrive au stade de ne plus pouvoir avaler quoi que ce soit. Donc, j'aimerais bien votre avis là-dessus. Vous avez fait des tests? Vous avez fait des tests pour savoir? Non, si, en fait, sur les tests au niveau allergie simple, non, tout revient à peu près normalement. Donc, j'ai une petite, j'ai lactose, etc. C'est plus sur les symptômes. Parce que j'élimine tout ça. À chaque fois, je mange quelque chose avec de l'histamine dedans. Pardon? Parce qu'à chaque fois que je mange quelque chose qui est vaguement sur la liste. Pardon, j'entends pas. Mais il y a beaucoup de produits, il y a de l'histamine. L'histamine, elle est tout à fait, oui, je connais. D'aliments. Moi, j'arrive au stade où j'ai une restriction de tous les aliments qui ont de l'histamine, vous n'allez plus rien manger pratiquement. C'est le cas, à peu près. Donc, sinon, j'ai de l'urticaire, j'ai la langue qui gonfle, j'ai les tremblements, des maux de tête, les diarrhées, etc. Donc, moi, j'arrive au stade où je suis réduite à 4 ou 5 aliments. Et j'avais un terrain il y a 5 mois où je mangeais de tout. Donc, je ne sais pas comment on explique ça, stama, mastocytes, etc. Enfin, on a beaucoup de discussions dans le groupe où je ne vais pas nommer chaque personne, mais on en parle beaucoup. Et puis là, on n'en parle pas beaucoup. Donc, ce n'est pas que moi. Non, mais je comprends. Mais l'histamine, je ne suis pas un spécialiste de l'histamine. Et en digestif, je vous ai dit, l'allergie alimentaire, ce n'est pas clair. Même dans les allergies alimentaires, on parle très peu d'histamine parce qu'en fait, l'allergie alimentaire, on pense que ce n'est pas dû à l'histamine seulement. On pense que c'est dû à un aliment qui agirait sur plusieurs façons d'avoir cette allergie. Donc, ce n'est pas forcément dû à une molécule d'histamine. Je pense que ce n'est pas forcément que ça. D'ailleurs, si c'était que dû à l'histamine, il faudrait prendre un antihistaminique. Tout à fait, ça calme plus ou moins 2 degrés. Ouais. Mais dans ce cas-là, comment explique cet état des mastocytes dans ce cas-là? Parce que c'est quelque chose que j'ai l'impression qui évolue. Mais pourquoi vous dites que c'est des... Mais comment vous savez que c'est des mastocytes? Vous avez fait j'en sais rien, mais pour le moment, je n'ai aucun médecin qui se prononce sur rien. Donc, j'essaye de piocher là où je peux. Je ne suis pas en train de faire le médecin. Oui, je comprends. Non, mais là, il y a beaucoup de gens qui parlent de ça sur les réseaux, mais il n'y a aucune étude qui, à ma connaissance, je ne connais pas d'études qui ont fait des tests, en tout cas localisés, avec des biopsies ou des choses comme ça, où on aurait montré qu'il y avait une réaction mastocytaire de l'intestin grêle avec le microbiote ou quoi que ce soit, avec une sécrétion anormale d'histamine localisée ou d'histamine dans le sang. Ça ne me dit rien du tout. Je n'ai pas cherché spécifiquement l'histamine. C'est dommage que vous n'avez pas posé la question avant. Je peux chercher. Je n'ai pas eu l'occasion. Peut-être, Guy, peut-être que c'est ça ne me dit rien. Je regardais un peu plus tard et je vais essayer de vous répondre. Peut-être, Guy, peut-être qu'on pourra se pencher, Élise. C'est une idée pour un prochain Zoom de se pencher plus particulièrement sur l'histamine si on trouve un intervenant qui puisse nous aider sur ce point. Il faut trouver un allergologue, Annie, et voir si les antihistaminiques de type H1 et H2 améliorent bien la situation ou pas. Voilà. Vous êtes sous antihistaminique? Il y a effectivement les allergies alimentaires qui sont évoquées, mais il y a beaucoup d'autres allergies qui sont évoquées depuis et qui semblent s'installer depuis le Covid long. En tout cas, dans les antihistaminiques, Moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose. J'ai du mal à comprendre comme je suis passée de quelqu'un il y a 4 mois ou 5 mois qui mangeait de tout, et en peu de temps, avec des symptômes qui arrivent de tous les côtés et qui s'accentuent de jour en jour,
pour moi, il y a clairement un lien avec l'état de mon estomac. J'ai eu 5 mois de diarrhée au départ. L'état de mes intestins sont absolument pitoyables. Donc, je pense qu'il y a besoin de se pencher un peu sur les mastocytes pour comprendre. Peut-être que je suis un cas extrême, mais je pense qu'on en parle beaucoup dans le groupe. C'est un sujet qui revient. Peut-être c'est votre microbiote. Peut-être c'est votre microbiote qui a changé complètement. On sait d'ailleurs que quand on maigrit, le microbiote change. On sait que quand on grossit, le microbiote change. Et on sait très bien quand on devient diabétique, il y a aussi le microbiote qui change. Et parfois, le fait d'être diabétique, ça change votre microbiote. Et le fait de régulariser son diabète, ça rechange le microbiote. Donc le microbiote n'est pas statique, en fait. Donc vous parlez des mastocytes, de l'histamine, mais peut-être c'est votre microbiote lui-même qui a changé. Et peut-être que l'histamine joue pas un rôle. Et il faudrait peut-être changer votre microbiote. Il faudrait peut-être rechanger votre microbiote. Alors, est-ce qu'il y a une méthode pour changer le microbiote? Pour l'instant, à part la transplantation fécale où ça change radicalement le microbiote, il y a peut-être une antibiothérapie à faire, peut-être tenter une antibiothérapie sur plusieurs jours, mais ça, il faudra voir avec un médecin s'il est d'accord pour vous donner un antibiotique. Donc, quel type de médecin? Parce que jusqu'à présent, je n'en ai pas trouvé. Quel type de médecin à qui je dois m'adresser? Parce que pour le moment, je passe pour une espèce d'hystérique qui invente plein de choses. Je ne dis pas avec vous, je dis avec mon entourage. À qui je dois m'adresser? Ma question, elle est vraiment, j'aime bien fantasmer sur tout ça, parler de tout ça, mais à un moment donné, il faut que je trouve un médecin en face de moi qui va dire, tiens, on va regarder ça et on va faire une investigation, mais je ne trouve pas cette personne-là, en fait. Je parle pour moi, mais je parle pour l'entre nous. Ça, c'est le problème du temps qui a passé, qui est énorme pour les malades, et le début seulement de l'information de la DGS. Et vous savez que c'est ce qui me met en colère, parce que ça faisait des mois que je demandais à ce qu'on ait une information générale de tous les médecins de France, de les impliquer dans ce Covid long. Ça date depuis début octobre que j'ai demandé ça, et on y arrive seulement actuellement, puisqu'ils savent qu'ils n'auront pas les moyens de nous mettre des centres Covid long partout, donc ils vont impliquer les médecins généralistes, mais que de temps perdu. Alors effectivement, le problème est là, c'est qu'on n'a pas de médecins prescripteurs sur toute la France, et c'est très difficile. Donc, on n'est pas plus avancé. Peut-être aussi pour répondre à la question. Je n'aurais pas toute réponse à vous donner. Ça, c'est clair qu'il y a encore du mystère. C'est clair, il y a encore du mystère. Mais la piste de la mastocytose et de l'histamine, c'est pas que j'y crois pas, c'est que je n'ai pas d'études qui a montré ça. En tout cas, à ma connaissance, j'ai relu sur le microbiote. Il n'y a rien sur microbiote et histamine, par exemple. Alors, oui, tout à fait. Moi, je peux vous citer le docteur Pierce en Angleterre qui étudie pas mal ce terrain-là, mais par contre, en France, j'ai trouvé personne qui est réellement intéressé. Comment s'appelle le docteur? Comment? Docteur Tina Pierce, qui s'occupe des SAMA en Angleterre, qui a clairement trouvé un lien avec ces Covid longs et ses patients MCAS. Daisy, si vous avez des études, est-ce que vous pouvez nous les envoyer par mail et je les transférerai au docteur Belaïch? Oui, je pense que vous connaissez bien Tommaso. Tommaso, il est en possession de beaucoup de pistes de la même façon. On a à peu près le même protocole avec Tommaso d'ailleurs. Donc lui, il a mieux géré que moi. Mais ou peut-être qu'il n'avait pas le même microbiote à la base, mais en fait, on en discute beaucoup entre nous, mais c'est vrai que dans le milieu médical, on n'avance pas. Donc, voilà, je voulais poser ma question. Il y a peu de personnes qui sont intéressées par le Covid long. Même les gastro-entérologues, je parle autour de moi, ça ne les intéresse pas, ça c'est clair. C'est pas très rassurant parce que moi je m'intéresse par contre. Donc, ma santé, elle est complètement en vrac et je n'ai plus de vie. Donc, je commence à m'intéresser. Donc, il va falloir penser à ça, moi. Vous êtes un malade, c'est ce qui va forcément pousser de plus en plus. Mais oui, mais ça ne m'intéresse pas que pour moi, ça m'intéresse pour plein de gens. Je connais Nazadig autour de moi, il y en a plein que je fais ça, pas que pour ma gueule.
C'est parce que j'entends beaucoup. Si tu m'envoies les études, moi, je pourrais les faire remonter à la HAS et à la DGS. Ok, parfait. Voilà. Je veux dire pour si on peut trouver des molécules qui peuvent être intéressantes, mais je sais que dans les molécules anti-allergiques, il y a des choses, mais après, il faut voir, il faut les tester, mais il faut voir. C'est vrai que pour l'instant, on a insisté beaucoup en Covid long sur les formes pulmonaires, cardiovasculaires et cardiovasculaires, parce que là, il y a eu beaucoup de personnes quand même qui sont passées au ras d'une mort. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai qu'on agit un peu dans l'urgence actuellement, mais on pourra faire remonter d'autres alertes et je m'y engage. On a eu vendredi un bon contact avec Monsieur Morla, qui est en charge de la cellule Covid long à la DGS. Il est très ouvert à nos observations. Donc, on va pouvoir, mais il me faut effectivement une argumentation scientifique et malheureusement, je n'ai pas le temps de tout chercher, je suis désolée. On va peut-être donner la parole à écoutez, je vous enverrai tout ce que j'ai. Je pense que Tommaso peut la même chose, Aline. Tommaso a peu de temps en ce moment. On va donner la parole à Nathalie Didier qui levait la main. Ok, merci de m'avoir écouté en tout cas. Merci Daisy, excuse-moi. Et c'est Déborah d'ailleurs, c'est Daisy, c'est le nom de pardon, ma société pour l'iPhone. Voilà. Nathalie Didier. Oui, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Oui, oui. D'accord. Bonsoir docteur, merci Annie. Voilà, j'ai des petites questions parce que je suis assez concernée. Donc depuis moi, j'ai été infectée le 13 mars 2020. Depuis, bon, j'ai eu un peu de tout. D'ailleurs, j'ai même le même problème vasculaire que la dame. Tous les médecins pensent que c'est une vascularite, mais on ne la trouve pas. Donc, j'ai aussi ces problèmes sur appareil digestif, moi qui serait plus de l'ordre de la constipation. J'ai des reflux très importants. Donc, comme vous disiez, la pH métrie, tout ça, je l'ai passé. 653 reflux en 24 heures, des tonnes de problèmes d'acidité et tout ça. Bon, mon œsophage va bien, c'est déjà une bonne chose, on va dire. Je dors à moitié assise donc depuis plus d'1 an. En plus, là, j'ai aujourd'hui eu la réponse, excusez-moi, parce que justement, j'ai plus de gorge avec ces trucs. J'ai fait une polysmonographie qui est revenue catastrophique aujourd'hui d'ailleurs. Donc, je dois être appareillée et tout ça. Et tout ça, ça a débuté au 13 mars. Le problème aussi, je voulais savoir si ça pouvait être en rapport, tout ce qui est microbiote et tout ça, avec des candidoses oropharyngées à répétition. Parce que j'en suis à une bonne dizaine depuis 1 an. Je suis sans arrêt avec des traitements donc antifongiques et j'ai vu beaucoup de personnes d'ailleurs, d'autres malades qui avaient le même souci. On m'a testé sida, on m'a testé un tas de trucs, j'ai vu la médecine interne. Bon, les reflux, les trucs, on me donne une réponse, c'est aller faire du yoga, donc c'est super sympa, mais bon, moi je veux bien, mais j'aimerais bien dormir correctement, ce que je ne fais plus à cause de ça. Et aussi, bon, bah, pour la nourriture, on fait ce qu'on peut. Je voulais savoir donc si ces candidoses pouvaient être liées à ça, parce que bon, je pensais aussi reflux, hein, mais est-ce que ça peut être aussi une remontée au niveau de ces problèmes de microbiote? Et entre autres aussi la déshydratation, parce que j'ai un chlore qui est élevé, je bois, je fais pipi des litres depuis 1 an, j'ai toujours un chlore qui est élevé, j'ai toujours des lymphocytes qui sont élevés, enfin tout un florilège de trucs qu'on ne comprend pas. Et savoir si ça pouvait être une cause, parce que je suis constipée quand même, je bois énormément et j'aimerais régler au moins ce problème, que je pèle de partout, j'ai aussi des pétéchites partout, j'ai du livédo de la tête aux pieds et enfin voilà, j'essaie de trouver l'origine exacte là parce que c'est vraiment un feu d'artifice. Voilà, donc est-ce que ça pourrait être en rapport, donc ces candidoses, est-ce que c'est une réponse juste immunitaire ou est-ce que ça pourrait venir aussi de ces microbiotes? Est-ce qu'il y a une remontée? Parce qu'on m'a retrouvé 2 candidats dans la gorge, mais enfin, on ne m'a pas expliqué ensuite. Et si ça sert à quelque chose de continuer de prendre les antifongiques, parce qu'à chaque fois, là, j'ai eu 14 jours que j'ai fini il y a 15 jours encore de fluconazole. Et bon, alors un coup, la langue, ça devient une cata, la bouche et tout ça. Et donc, cette déshydratation, est-ce que ça peut créer un problème de déshydratation? Voilà, qui est important chez moi aussi et que je n'arrive pas à régler non plus. Voilà. C'est que le chlore qui était élevé?
Parce que la Alors, déshydratation, c'est l'anatrémie qui doit être élevée aussi. on m'a fait que le chlore pour l'instant. On me le refait. À chaque fois, le chlore est… Le chlore? Que le chlore dans le sang? Ouais, le chlore dans le sang. Et Sanguin, normalement. On fait un ionogramme complet. On ne fait pas que le chlore. On fait le sodium, le potassium, le chlore, les bicarbonates, la créatinémie. Ce qui est revenu à peu près normal. Donc, justement, c'est vraiment que le chlore qui a l'air de… Enfin, je ne sais pas. Voilà. Alors, vous avez une acidose. Vous avez trop d'acide. Je ne sais pas, mais bon. Alors, j'ai pris des IPP. Quand ils m'ont fait la pH-métrie, la manométrie, j'étais sous 80 mg et ça n'a pas fait de différence. Hein. J'ai une grosse acidité. Plus. Ouais, c'est ça le problème du reflux, c'est que quand on donne des IPP, c'est dans les reflux, même avec les IPP, ça modifie très peu ça modifie très peu le reflux des malades Covid. Et ça, je l'ai remarqué. Et j'ai donné à ce moment-là des anti-H2. Ça marcherait peut-être un peu mieux, mais il faut essayer de tenter les vieux anti-H2 qu'on donnait à l'époque, c'est la famotidine. Mais alors, il faut savoir que les IPP, ça favorise les candidoses aussi. Ah oui, mais j'en prenais pas. Et ça a commencé dès le début, la candidose. D'accord. Ok. Donc, ça peut aussi favoriser les IPP. Il faut savoir que les IPP, ça modifie aussi le microbiote aussi. Donc, voilà. Alors là, j'ai arrêté. Ça fait 15 jours que j'ai arrêté, je n'ai aucune différence. Oui, mais le problème, c'est… Vous avez arrêté les IPP? Là, j'ai arrêté pendant 15 jours. On m'avait dit juste de continuer 20 mg pour, on va dire, protéger, entre autres, mon œsophage. J'ai eu une endoscopie. Hein. Ils n'ont rien trouvé de particulier. Bon, j'ai un clapet dedans, mais bon, j'avais jamais eu de problème de reflux avant. Donc, voilà. Oui, mais ça, c'est… Alors, le microbiote, probablement, le reflux et le microbiote, probablement. La candidose, je ne sais pas, parce que la candidose… il n'y a pas d'hypogamma, vous n'avez pas d'hypogammaglobulinémie, vous n'avez pas de diminution des gamma-globulines. Parce que souvent, dans les candidoses, il faut chercher une hypogammaglobulinémie. Il faut faire un dosage pondéral des immunoglobulines pour voir si vous n'avez pas une hypo-IgA ou une hypogamma. Bon, vous savez, c'est déjà difficile d'avoir ne serait-ce que du Doliprane avec les médecins autour de moi. Ils ont même peur de me toucher jusqu'au kiné tellement que je change de couleur. Donc là, c'est compliqué. Non, mais c'est une prise de sang. C'est une prise de sang. Est-ce que vous avez fait une prise de sang pour chercher une hypogammaglobuline? Voilà, déjà là, moi j'ai payé 43 € pour avoir ma vitamine C pour savoir, parce que je sais que j'avais un taux de vitamine C au scorbut et que j'étais à 2,02, que c'est très très bas, et donc j'ai pris beaucoup de vitamine C, de vitamine D aussi, donc j'étais carencée. Tout ça a l'air de revenir à peu près à la normale. Donc, mais vous voyez, c'est moi qui suis obligée de même payer mes analyses parce que je veux voir où ça en est, et que même ma gastro-entérologue, qui est pourtant en médecine interne, s'en fout et me dit d'aller faire du yoga ou voir un psy. Donc voilà, j'en suis un peu là, c'est un peu au désespoir de me dire mais qu'est-ce qu'il faut faire de plus là, parce qu'on m'a fait aussi des recherches au niveau immunitaire, hein, parce qu'ils m'ont cherché aussi le lupus et tout ça, vu mon état. Ils n'ont rien trouvé, au revoir madame. Mais voilà, la seule chose qui n'est pas revenue, enfin qui est revenue positif mais sans signification, ce sont les anticorps ACAN et pas les autres qui sont justement pour la vascularite. Moi, c'est les autres ACAN. Donc, je ne sais pas du tout. Les ANCA, c'est… Pas les ANCA, c'est les autres, justement. C'est les ASCA. autres. ASCA. Non, c'est les ACAN, c'est ça, c'est oui, c'est A, C. En fait, le N, il est inversé, quoi. Donc, apparemment, je confondais aussi, mais ce n'est pas les mêmes. Donc, je ne sais pas. Et c'est lymphocytes qui sont toujours élevés. Donc, c'est pareil, je supplie qu'on me fasse un typage pour comprendre ce qui se passe, parce que ça fait le yo-yo que ma généraliste me dit, c'est pas possible, le truc qui vous a jamais quitté. J'ai eu une biopsie aussi cutanée qui revient avec des lymphoïdes en quantité, un rush viral, mais ça ne s'explique pas. Dès qu'on me met un garrot, ça explose partout de pétéchis. Dès que j'ai le moindre truc, je vais foutre sous papier bulle. Hein. Ça continue. Mais voilà, donc… est-ce que la déshydratation sera en rapport aussi avec un problème de microbiote ou… Et pourquoi vous parlez déshydratation? La déshydratation, ça se voit sur une biologie, c'est l'hypernatrémie ou l'hyponatrémie, ou l'insuffisance rénale avec la créatininémie qui est élevée. L'hyperchlorémie, c'est pas une déshydratation. Je suis désolé, en médecine, ça s'appelle l'acidose. La créatinine est normale. Si la créatinine est normale et la natrémie est normale, vous n'êtes pas déshydraté. Alors l'autre, je ne sais pas, mais la créatinine… Et vous êtes en acidose métabolique, mais vous n'êtes pas du tout en déshydratation. Donc vous n'êtes pas déshydraté. Là, j'ai un syndrome sec, comme ils disent, c'est-à-dire que… Oui, mais le syndrome sec, ce n'est pas la déshydratation. Le syndrome sec, c'est parce que vous avez sécrété pas assez de salive, c'est peut-être un goût de graine, mais ça n'a pas de rapport.
Voilà, je pèle énormément, j'ai la bouche sèche, j'ai les yeux secs. Je suis suivie d'ailleurs parce que j'ai failli faire un angio avec un ophtalmologue. Je bois énormément, je n'arrête pas de boire, j'ai soif tout le temps. Vous n'avez pas un diabète insipide, vous êtes Je sûr? n'ai pas, on a vérifié, j'ai pas de Pas de diabète. diabète. Ma famille, Non, on mais a même insipide, c'est pas le diabète, le diabète insipide. C'est C'est autre celui chose, c'est 6 mois précédents. sans sucre, ouais. D'accord, parce Tout à qu'on m'a fait. fait aussi un truc pour voir si les mois précédents, j'avais eu un diabète qui serait passé au… Non, pas un diabète, pas le diabète, la glycémie. Le diabète insipide, c'est un autre diabète, c'est le diabète sans sucre. C'est d'autres maladies. À mon avis, il faudrait que vous soyez hospitalisé pour faire un point. C'est compliqué, hein, là, on est tous un peu dans une Non, errance. mais il faudrait faire une hospitalisation pour faire un point. Je revois cette gastro-entérologue là la semaine prochaine, mais j'ai quand même pris un autre gastro-entérologue pour avoir un deuxième avis à la fin du mois. Mais je ne sais pas si c'est le médecin. Qu'est-ce qui a été fait comme observation d'une hypothyroïdie éventuelle? Alors non, parce que je vous explique, j'ai fait de l'hypothyroïdie et de l'hyperprolactinémie jusqu'à 2011 que je suis tombée enceinte et je n'ai plus ce problème. Donc, alors, là, mais vous n'avez plus ce problème. Qu'est-ce qui a été fait depuis l'infection au Covid pour observer une hypothyroïdie éventuelle? Alors, j'ai fait la demande, j'ai fait contrôler donc la prolactine, la TSH, la T4 libre, la T3, enfin tout ce que je faisais vérifier avec mon ancien endocrinologue à l'époque. D'accord. Ce n'est pas revenu. J'ai la TSH qui est bien à 3 et quelques. Donc non, mais on s'en moque de la TSH. Apprenez à vous moquer de la TSH. Oui, je sais, la T4, la T3, je les regarde. Libre. Oui, c'est pour ça que je la demande avec, parce qu'ils ont tendance à donner que la TSH. Et ayant eu l'hypothyroïdie à l'époque, je l'ai vu. Mais là, ce n'est pas le retour. Justement, je l'ai demandé. J'ai redemandé un contrôle il y a 2 mois. Et la cortisolémie? Pardon? Et la cortisolurie des 24 heures? Ah non, je n'ai pas eu l'urémie de 4 heures. Cortisolurie des 24 heures. C'est-à-dire les urines sur 24 heures, vous voulez dire? C'est ça. Vérifier le cortisol de 8 heures, le cortisol à 8 heures aussi. Alors, il faudrait résumer votre dossier et faire une hospitalisation de 2 jours pour. Alors, Guy, si je peux me permettre, on a eu une alerte de Didier Cosra il y a une dizaine de jours qui a suivi pas mal le cortisol en Covid long. Et il me disait qu'il y a des problèmes de cortisol qui n'apparaissent pas dans la cortisolurie des 8 heures et qu'il faut passer à celle des 24 heures pour avoir plus d'indicateurs. Voilà, c'était l'alerte d'il y a 8 jours du docteur Cosra. Ou au test au synactène, parce qu'il y a certains tests au synactène immédiat, mais ça, il faut commencer toujours par un cortisol 8 heures, parce qu'on peut avoir le diagnostic tout de suite, mais après, quand on a un doute, on peut faire un test au synactène après le reste. D'accord. Alors, quelqu'un demandait, parce qu'il faut avancer, pourquoi est-ce qu'on voit tant de RGO dans les Covid longs? Pourquoi tant de RGO apparaissent dans les Covid longs? Je ne vois plus le docteur. Je crois que le docteur Belaïch a dit qu'il n'avait plus de batterie. Ah, on va peut-être attendre qu'il se reconnecte. S'il n'a plus de batterie, c'est peut-être un peu compliqué. Il va se reconnecter. Alors, Anne, moi, j'ai vu… il va se reconnecter. Non, on va peut-être attendre le docteur. Merci. Il va se reconnecter d'un autre appareil. On va attendre quelques minutes. Donc là, je l'avais dit, Christophe, tu vas prendre le relais, Christophe, ça tombe bien. Parce que le docteur Belaïch n'a plus de batterie. Christophe. Et puis de toute façon, on a Sabine qui se cache quelque part. Si vous pouviez présenter l'association, ce serait bien. Sabine. Évoquer une hypothèse pour le reflux gastrique. Oui. Christophe, mais n'a jamais beaucoup de… La bande passante est très mauvaise aussi pour Christophe. Oui. Donc, je vous présente le docteur Christophe Barrette, qui travaille avec nous aussi. Sabine qui se cache quelque part. Je l'ai vu se connecter.
et qui sont deux médecins qui nous aident aussi. Donc, Christophe, est-ce que toi, tu as une idée pourquoi tant de reflux gastrique en Covid long? Bah, l'idée principale, c'est que les reflux gastriques ils sont aggravés par le stress. Et les gens très stressés fabriquent de l'acidité gastrique. Déjà, en ayant le Covid long en plus, ça peut être une hypothèse. Sachant que les Excusez-moi, j'ai bugué. sous Voilà. traitement. Salut Guy, je disais que si le reflux gastrique était plus important dans le Covid long, c'était peut-être parce que le stress lié au Covid pouvait augmenter l'acidité gastrique un petit peu. Aussi. Il a toujours un problème de connexion, apparemment. Il y a vraiment un reflux, c'est clair, mais il y a vraiment un vrai reflux. Hein. Non, vous ne m'entendez pas? Si, on Vous t'entend. m'entendez là? Oui. Excusez-moi. Mais si tu bouges moins, on t'entendra mieux. Il est parti, mon connexion. Oui, c'est le reflux. Un problème. D'accord. Essayez de ne pas bouger. Oui, essaie de ne pas bouger parce que le sinon stress, on peut perdre. le stress et les troubles digestifs, c'est toujours un. Vous m'entendez là? Très mal. Pas très bien. Bon. Très mal? Pas très bien. Alors, je vais essayer de ne pas bouger. C'est vrai que moi, je vous vois au ralenti, donc vous ne devez pas m'entendre bien. Ouais. Bon, je suis désolé. Là, je ne sais pas pourquoi ça bug. Je vais essayer de te trouver une autre. On t'entend, il suffit que tu parles doucement. Peut-être qu'en désactivant la vidéo, le son et la bande passante sera meilleur. Oui. Guy, enlève ta vidéo, s'il te plaît. On t'entendra mieux. À vous. Essayer de changer de. Le truc. Ouais. Louise. Si tu enlèves ta vidéo, on t'entendra mieux, Guy, peut-être. D'accord. Allô, vous m'entendez là? Ah, ben c'est nettement mieux, oui, merci. D'accord. Alors bon, j'étais en train de dire que tous les troubles digestifs et le stress, c'est vraiment un gros problème pour nous, les digestifs. On attribue beaucoup au stress, donc c'est une façon de rejeter les maladies digestives. Donc c'est très facile de dire à la fin, bah, vous êtes stressé, allez hop, au revoir. Mais souvent, il y a quand même un substratum organique, même dans les colopathies fonctionnelles. On s'oriente de plus en plus sur le microbiote intestinal, même dans la colopathie fonctionnelle. Pour ce qui est du reflux et des symptômes qui évoquent le reflux, parce que parfois les gens ils disent j'ai du reflux parce que ça remonte, soit on a la preuve que ça remonte vraiment avec soit une œsophagite, donc une inflammation de l'œsophage, donc ça se voit, soit avec une pH-métrie, mais parfois on ne trouve rien. Et c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas forcément de reflux. Et leur dire à la fin, bah, vous n'avez pas de reflux parce que tous les examens sont normaux, bah, c'est vraiment parfois faux. Donc voilà, il faut savoir ça. Ça ne vient pas que dans la tête, tout. Hein. Même si on sait que la tête, ça agit beaucoup, que le cerveau agit aussi sur tous les éléments, parce que il y a quand même une relation entre le cerveau et tous les neuromédiateurs cérébraux et le tube digestif, et le contraire, le tube digestif et les neuromédiateurs cérébraux. Donc, c'est vraiment un aller-retour entre les deux, quoi. Moi, je voulais rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, on voit pas mal chez les Covid longs une augmentation de la soif, hein, et donc de facto une polyurie, hein, une augmentation de la diurèse. Donc, est-ce que ici, il ne faudrait pas investiguer au niveau de l'hypophyse, au niveau de l'hormone, la vasopressine, l'hormone antidiurétique, ou voilà. Peut-être y a-t-il un dérèglement là aussi engendré par la Covid-19. Là, ça rentre un peu plus dans le domaine de l'endocrinologie. Hein, mais bon, on voit hein, une augmentation de la soif avec une polyurie. Hein, donc, il y a des gens qui boivent jusqu'à 8-9 litres par jour et qui, de fait, vont bien évidemment uriner beaucoup.
pour autant que leurs reins ne soient pas défaillants. Donc, pourquoi? Comment? On n'en sait trop rien. C'est quasiment des potomanies, carrément, parce que 8 litres, on est dans la potomanie. Bah Si c'est une potomanie organique, alors l'insuffisance surrénale, c'est ça, haute ou basse d'ailleurs, et dans la haute, il y a l'insuffisance antéhypophysaire, et ça a été montré que dans les maladies virales, il peut y avoir des insuffisances antéhypophysaires, et si vraiment il y a des polyuries, polydipsies, et qu'on a éliminé bien sûr le diabète, il faut confirmer une maladie antéhypophysaire, et à ce moment-là, il faut faire les dosages hormonaux adéquats, et c'est pour ça que je pense qu'il faut faire l'ADH, par exemple, qui est le diabète insipide. Moi, je l'ai fait, docteur, il est devenu négatif, en fait, pour moi. Ah bon, d'accord. L'ADH, oui. Oui, c'est ça. Il n'est pas remboursable déjà. Peut-être investiguer un peu plus, du coup. C'est pour ça que à un moment donné, il faut que vous alliez à un moment, parce que ça va coûter trop cher en ville, tout ça. Vous n'aurez pas l'argent pour dépenser tous ces examens qui sont parfois non remboursés et tout ça. Et c'est le rôle d'un hôpital de jour de médecine de vous faire les examens qui ne sont pas remboursés et qui sont là pour vous, en fait. Hein. Les hôpitaux de jour doivent être là pour les Covid longs. Quand on veut faire un bilan d'un Covid long, nous, quand on fait un bilan d'une maladie plus rare, eh ben, on profite de l'hôpital de jour pour faire tous les examens qui sont soit remboursés, soit non remboursés en une journée. Hein. Ouais, sauf qu'il faut qu'ils nous prennent au sérieux, c'est ça. Oui, ça c'est clair, hein. Mais c'est fait pour ça. Non, mais alors prendre au sérieux, non. Là, maintenant, l'information est diffusée, ça bouge. Ce qu'on peut regretter, c'est que ça bouge trop tardivement, mais il y a vraiment des informations précises qui sont données et qui vont en l'être encore plus dans le mois qui vient, puisque je vous rappelle à tous qu'on a de nouveau une réunion avec Olivier Véran et que forcément toutes ces observations seront remontées pendant cette réunion. Il y a Yudi, ou je prononce peut-être mal, qui lève la main depuis très longtemps. On va lui donner la parole. Désolée hein, si j'ai écorché le prénom. Non, c'est Judy, c'est bien. Bonsoir à tous, à toutes. Bonsoir, Judy. Bon, ma langue maternelle, ce n'est pas le français, mais bon, je vais essayer de parler bien le français. J'ai quasiment les mêmes symptômes que Nathalie Didier. En fait, quand j'ai eu le Covid, après 2 mois, j'ai eu beaucoup de reflux. Les médecins m'ont donné oméprazole. J'ai pris oméprazole pendant 1 mois. Et ensuite, ça baissait un peu. Mais après 2 mois, ça est revenu encore et plus fort. Et je ne pouvais pas respirer, en fait. Ça m'a bloqué la respiration. À cause du reflux, ça m'embêtait beaucoup. J'avais beaucoup mal à la poitrine et à la gorge, au bas de la gorge. Et après, le médecin m'a donné encore 1 mois de traitement d'oméprazole. Donc, j'ai eu encore 1 mois d'oméprazole. Par contre, je n'ai pas pu prendre Gaviscon parce qu'il m'a dit prenez des Gaviscon. Et je ne supporte pas les Gaviscon. En fait. C'était quelque chose que ça me donnait dingue de prendre des Gaviscon, que ça m'a brûlé plus l'œsophage. Donc, j'ai traité ça pendant 1 mois. Et après le traitement, normalement, j'allais mieux. Et donc, non, ce n'était pas comme ça. Et en décembre, j'ai attrapé un Helicobacter en plus. J'ai eu un traitement des antibiotiques. Mais tout le temps, j'étais mal, en fait. J'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu 8 kilos jusqu'à maintenant. Et j'avais mal pour respirer, j'avais mal, je sentais que mon estomac, il était plein, je ne pouvais pas manger. Et je me réveillais le soir vers 4 heures avec la bouche sèche, mais complètement sèche, que ça m'a irrité toute la gorge. J'avais envie de boire en ce moment. Maintenant, je prends un verre parce que jusqu'à maintenant, je me réveille tous les matins à 4 heures pile. Et j'ai besoin de voir quelque chose parce que ma bouche, elle est complètement sèche.
Donc, après, les douleurs intestinaux, ils sont venus en parallèle. Et j'ai mal maintenant aux intestins, très, très mal. Ma digestion est pessime et je ne peux pas rien manger. En fait, je ne supporte pas la banane que je mangeais auparavant en quantité, les amandes que je mangeais en quantité. Je ne peux rien manger, en fait. Et c'est décevant, en fait, parce que je vais je suis allée chez gastroentérologue la dernière fois pour voir si mon oesophage, peut-être il était blessé, quelque chose. Il m'a fait la fibroscopie, il m'a dit non, vous n'avez rien, vous êtes bien. Alors, ma médecin m'a dit, vous n'avez rien, vous devez aller voir les ORL pour voir si vous avez quelque chose dans la gorge. Moi, je ne vois rien en fait. Et il m'a donné des Librax pour l'anxiété en fait. Il s'était empiré mon système digestif parce que j'étais plus constipée. Donc, maintenant, je suis dans la galère. Mes intestins, ça ne marche pas bien. J'ai mal aux intestins complètement. J'ai beaucoup de gaz par la bouche, en fait. Je ne sais pas s'il y a un lien, ce que j'ai dans l'esophage avec les intestins et que mon estomac il est constamment plein et je ne peux pas beaucoup manger. Et c'est vraiment, je suis un peu désespérée parce que je continue à perdre du poids. Je suis en 47 en ce moment. Le mois dernier, j'étais en 48, maintenant je suis en 47. Et je ne trouve pas la solution chez les médecins, en fait. Je suis allée voir un gastroentérologue qui je lui ai expliqué tout ce que j'ai. Il me dit, vous n'avez rien dans l'œsophage. Il n'a pas exploré une autre chose. Il n'a pas dit, peut-être c'est les intestins. Vous avez un problème dans les intestins que ça remonte dans l'œsophage. Peut-être c'est le Covid. Non, rien du tout, en fait. Bon, je suis là avec vous pour raconter ce que je vis en ce moment. C'est un peu... je me suis perdue en fait. Je ne sais pas où y aller et comment améliorer mon système digestif. Je prends maintenant les probiotiques depuis un mois et malgré ça, bon, je ne vois pas aucune amélioration en mes intestins. Je suis constipée tout le temps. J'ai les intestins gonflés en fait. Et je ne sais pas comment manger. Je mange du riz, ça me constipe. Je mange les épinards, ça me gonfle le ventre. Je ne sais pas, en fait. Avant, je n'avais pas ce problème-là et maintenant, je suis comme ça. Je ne sais pas si on pourra s'en sortir de cette situation, en fait. C'est quoi la solution qu'on peut nous donner pour aller mieux, en fait? Alors bon, donc déjà pour le Helicobacter pylori, d'après votre accent, vous l'avez depuis la naissance. Je ne sais pas si je l'avais depuis la naissance. Le Helicobacter pylori, c'est un microbe qu'on attrape tout enfant et qui se déclare à l'âge adulte. Donc vous ne l'avez pas attrapé avec le Covid. C'est un microbe qu'on a très. Vous êtes d'Amérique de l'Est, d'Amérique centrale ou quelque chose ou Je suis d'Amérique du Sud, mais je voulais vous dire que j'ai eu l'Helicobacter pylori en 2017. Oui. J'ai eu les traitements. Oui. Pendant un mois, je n'avais plus. Et maintenant, j'ai eu ce n'est pas l'Helicobacter pylori, c'était l'Helicobacter seulement. Et c'est arrivé comme ça, brutalement. Mais il n'y en a qu'un seul Helicobacter. Il n'y a pas plusieurs hélicobactères. Moi, je ne connais que le pylori. Après, ce n'est pas un hélicobacter. Bon, bref. Et donc, sur le reste, en fait, vous décrivez des symptômes de ce qu'on appelle la dyspepsie haute et la dyspepsie basse, avec des troubles fonctionnels intestinaux et avec la constipation. Et ça se traite mal. Hein. Même Covid ou pas Covid, on n'a pas de traitement super efficace. La constipation, à part les traitements qu'on traite le Movicol ou les produits de ce style-là. Vous avez déjà fait votre fibroscopie, donc je ne sais pas quel âge vous avez, mais probablement pas l'âge pour faire la coloscopie. Après, si ça persiste, il faut faire une coloscopie et après, si tout est normal, essayez peut-être pour la constipation, mais c'est des traitements qui sont encore non remboursés. Il y a le Resolor, par exemple, qui marche assez bien, mais qui n'est pas du tout remboursé et qui est un médicament qui est actif sur le côlon, qui est actif. Alors, pour le reflux, moi, je préconise maintenant les anti-H2 parce que les IPP comme l'oméprazole et l'osoprazole
dans les Covid, j'ai l'impression que ça marche moyen et qu'il faut peut-être privilégier les anti-H2. Les anti-H2, alors je vous ai dit, il y a la famotidine qui peut même s'acheter en vente libre à la pharmacie, ou le Raniplex, à l'époque, la ranitidine, c'est les anciens médicaments. Alors, ils ont un effet anti-H2 et peut-être, comme on avait vu tout à l'heure, l'histamine, tout ça, il y a peut-être un rôle à ce moment-là de l'histamine, mais du récepteur H2 de l'histamine. Voilà. Donc peut-être les anti-H2 dans vos symptômes. Et après, il faut mettre des traitements. Mais je vous ai dit, hein, le Librac, c'est un traitement de l'alcoolopathie. Ce qui vous a donné le médecin, c'est comme une colopathie. Le Covid, ça a favorisé une modification de votre microbiote. Et donc, en favorisant la modification de votre microbiote, vous avez à ce moment-là des symptômes que vous n'aviez pas avant. Et alors, l'amaigrissement, c'est parce que vous avez une restriction alimentaire, vous vous êtes imposé des restrictions alimentaires parce que vous avez des symptômes qui s'aggravent et vous êtes restreint en aliments. Et plus vous allez vous restreindre en aliments, plus vous allez maigrir. Et plus vous allez maigrir, plus vous allez changer votre microbiote. Parce qu'en fait, l'amaigrissement, ça modifie aussi votre microbiote, il faut le savoir. Et quand on grossit, ça modifie le microbiote aussi. Donc, il faut faire attention. Il faut que vous remangiez normalement ou essayer de trouver un aliment, des aliments qui soient profitables pour vous. Il ne faut pas manger trop de fibres, mais il faut manger assez et trouver un aliment qui vous plaît. Je ne sais pas si le lait, ça vous plaît ou des choses comme ça, si vous les supportez. Mais le lait, je sais que ce n'est pas très bon dans les reflux. Donc, mais voilà. Dans les maladies intestinales, il y a un produit qui est très très bien, qu'on utilise, c'est le Modulène, mais qui n'est pas remboursé pour vous, qui est des produits qui peut-être pourront être intéressants dans le Covid long, qui est des sortes de lait, un lait semi-alimentaire, qui est absorbé très rapidement, qui n'a pas l'effet du lait, qui n'est pas très bon à boire, mais qui permet de grossir. Peut-être que ce sera ça la solution à un moment donné, mais pour l'instant, il n'a pas l'autorisation d'être remboursé chez vous. C'est pas grave. Il est remboursé que dans les maladies intestinales, mais il n'est pas ni remboursé, ni on ne peut même pas vous le délivrer, c'est ça le problème. Ah bon? Oui. Parce que c'est un produit exclusivement donné que dans les maladies intestinales, maladie de Crohn, que la maladie de Crohn d'ailleurs. Mais c'est intéressant, ça fait grossir les maladies de Crohn de façon intéressante. Voilà. Et en fait, docteur, j'avais la même chose. Et avec les... Oui. Excusez-moi, je vais finir avec le docteur. Merci beaucoup pour votre conseil. Et, bon, je vais essayer de voir comme vous dites que c'est... ça se vend en vente libre à la pharmacie, c'est la famotidine. Ça s'appelle la famotidine. Famotidine. Et ça, c'est pour faire quoi? Excusez-moi. C'est pour le reflux, c'est pour votre reflux. Famotidine, ok. Et Modulène, vous me dites que... Le Modulène, ce n'est pas remboursé par la... C'est pas remboursé et je pense que ce n'est pas délivrable sans Crohn. Il faut avoir une maladie de Crohn. Donc, il faut voir avec votre spécialiste gastro s'il est d'accord pour vous en prescrire hors AMM. Ok. Mais je voulais savoir aussi, parce qu'avant, je pouvais prendre comment ça s'appelle, les magnésiums. Je prenais ça avant le Covid pour dormir. Donc, maintenant, je ne supporte pas les magnésiums. Chaque fois que je prends les magnésiums, ça m'a fait très, très mal à l'œsophage. Ça m'irrite complètement. Est-ce que aussi c'est à cause du Covid? Le magnésium, pour dormir, bon, après, pour moi, c'est un placebo. Hein, pour dormir, c'est pas le traitement pour dormir, mais le magnésium, c'est assez irritant puisque c'est quand même un ion qui donne parfois même la diarrhée. C'est bizarre que ça ne vous donne pas la diarrhée, le magnésium, puisque c'est contient dans certaines eaux, ça donne la diarrhée. Et vous, ça ne donne pas la diarrhée, puisque vous êtes constipé, c'est pas mal le magnésium. Oui, mais je ne le supporte pas au niveau de l'œsophage, en fait. Mon œsophage, elle est complètement abîmée. Ils disent qu'il n'y a rien, comme je l'ai dit déjà. Essayez la famotidine, et si la famotidine marche bien, vous pourrez à ce moment-là reprendre vos molécules d'avant et remanger normalement. Essayez la famotidine. Voilà. Ok, merci beaucoup, docteur. Voilà. Merci. Bon, alors, Yudi, si vous aviez besoin, si vous n'avez pas noté certaines choses, vous pourrez reposer vos questions par mail à l'adresse où vous avez réservé. Voilà. Je voudrais, moi, revenir sur la notion
de stress, parce que forcément, Guy, quand on évoque le stress, tout de suite, ça fait bondir parce que on a vu tellement le Covid long relié à des maladies psychosomatiques que même maintenant, le mot stress fait bondir. Mais le stress, ça n'est pas que ce qui nous entoure. Le stress, ça peut être, par exemple, un nouveau médicament ingéré. Le corps va le ressentir comme un stress s'il n'est pas bien supporté. Une maladie qu'on supporte est un stress pour l'organisme. Et quand on évoque le mot stress, il ne faut pas systématiquement le relier au contexte psychosomatique où on a voulu nous ranger. Je me permets de faire cette mise au point parce que j'ai vu beaucoup de personnes réagir négativement quand on a employé le mot stress. Un manque de sommeil est un stress pour l'organisme aussi. Donc, et on sait, le docteur Gaillet oui, en médecine, tout ce qui va en médecine, le stress. Oui, c'est assez large. Le stress oxydatif, on sait très bien, par exemple, quand on est en réanimation, on a un stress oxydatif avec le NO et on connaît ces molécules qui sont des molécules qui agissent et qui vont même donner des ischémies et tout ça. Et ça voilà. Mais pas le stress, entre guillemets, qu'on parle. Voilà. Tout à fait. Donc, c'était important de le dire parce que je voyais des réactions comme si on ramenait en psychosomatique. Non, ce n'était pas du tout les propos de ce soir. Oui. Alors, plusieurs personnes demandaient si tu avais des conseils, Guy, déjà de première intention pour ceux qui supportent trop ces problèmes digestifs. Quels seraient pour toi les premiers examens à faire? Alors, ça dépend ça dépend de l'âge déjà. Ça dépend. Ah, on a perdu Guy. S'il y a des symptômes hauts, a priori, à un moment donné. Allô? Oui, ça va mieux là. Oui, là, mais on ne t'entendait plus. Donc, si tu peux reprendre dès le départ, excuse-nous. Non, je dis ça dépend de l'âge. Donc, mais si vous avez des digestifs hauts, c'est-à-dire reflux, etc., à un moment donné, avoir une fibrose d'estomac avec des biopsies entrales, duodénum, entrale et du fondus pour l'hélicobacter et pour voir si vous n'avez pas une atrophie villositaire. Après, si vous avez des signes digestifs bas, ça dépend de votre âge. Si vous avez la diarrhée chronique, à un moment donné, vous aurez une coloïdoscopie avec des biopsies étagées pour éliminer une maladie inflammatoire intestinale. Ça, vous allez l'avoir à un moment donné. Et voilà. Si vous êtes jeune et vous êtes constipé, vous n'allez rien avoir de particulier. Si vous avez plus de 50 ans, vous allez avoir votre coloscopie. Voilà. Un jour, à un moment donné, vous avez des signes digestifs bas. Mais ça, que vous ayez un Covid ou pas de Covid d'ailleurs, ça ne changerait rien. Mais bon, on parle du Covid. Et c'est pour. Et après, le traitement du reflux, les IPP, si ça marche, on peut les garder. Mais si ça ne marche pas, il faut essayer les anti-H2 de type famotidine qui marcheraient un peu mieux ou qui marcheraient différemment. Donc, on peut essayer ça. Et sinon, après, il faut éliminer, comme on a dit dans les Covid longs, le cortisol, mais je ne vais pas revenir, l'hypothyroïdie, tout ça, mais ça, j'en en ai parlé la dernière fois. Mais dans le digestif pur, il y a ça. Alors après, pour le microbiote, pour changer le microbiote, pour l'instant, il n'y a pas d'examen, il n'y a pas de transplantation fécale ou de choses comme ça, mais si on peut à un moment donné réfléchir à une antibiothérapie un peu plus longue, ça pourrait être intéressant. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On a Alex Brésil qui souhaite poser une question. Oui, en fait, bonsoir. En fait, j'ai essayé l'ivermectine. L'ivermectine et l'azithromycine, ça aide très bien au niveau de ballonnement et digestion en fait. Donc, oui, c'est vrai qu'il y a des patients que j'ai essayé aussi la clarithromycine au lieu de l'azithromycine avec l'ivermectine et c'est vrai qu'ils ont eu des résultats, ils m'ont-ils dit. ouais, Même ça s'il n'y a pas
Ouais, ça me laisse penser aux persistances virales. En Oui, fait, c'est pour ça que la persistance virale, elle existe probablement et peut-être en donnant des médicaments qui agiraient sur le virus lui-même, si on croit à la clarithromycine ou à l'azithromycine et la ivermectine, peut-être ça peut être intéressant. ouais, voilà. Merci. D'autres questions? Il est 21h40. Alors, j'étais en train de dire que c'était effectivement la démarche que nous avons eue au ministère lors de la réunion. C'est que ce soit des problèmes intestinaux, pulmonaires ou des problèmes neurologiques, d'un côté, on essaie de rétablir, mais s'il y a cette persistance virale, c'est le tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire on va réparer, mais de l'autre côté, le virus qui subsiste continue d'abîmer et d'avoir une action délétère. Et c'est pour ça qu'on insiste tant pour que des traitements soient donnés au Covid long, effectivement. Et là-dessus, on nous a invités à envoyer toutes les études auprès d'un centre d'évaluation des traitements dans le cadre de la Covid. Alors, il y a Rose qui voudrait poser une question. Alors, on ne saura pas répondre à tout ce soir parce qu'il est déjà très tard, donc on prend encore 2 ou 3 questions et après le reste, on répondra par mail. Oui, allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. L'ivermectine, ok, mais qui prescrit? Parce que les médecins traitants me regardent avec des yeux ronds. Moi, j'ai les mêmes symptômes que Daisy, exactement les mêmes. Et je me suis énormément documentée, donc j'ai réussi à apaiser à peu près et à juguler les crises. J'étais arrivée à un point où je ne pouvais même plus marcher. J'ai dû arrêter de travailler et j'ai réussi à gérer les crises avec la liste SIGI, donc pour les histamines, et puis à faire une diète totale. J'ai moi aussi perdu énormément de kilos, donc je suis arrivée à 47 kilos, je fais 1,60 m. Et j'ai arrêté absolument tous les carbohydrates. Je ne mangeais plus que de la salade et 2-3 bricoles autorisées avec la liste SIGI. Et j'ai réussi à dépasser le stade de crise et réintroduit petit à petit de la farine donc d'épeautre exclusivement et du kamut qui me permet de tenir. Mais maintenant, je n'ai pas traité le fond. J'ai fait des tas d'examens. Je suis allée à Bichat où j'ai été prise en charge et on m'a fait des tas d'examens et on ne trouve rien. Et pour cause, parce que j'arrête pas de me plaindre des intestins, mais j'ai aucune investigation sur le plan des intestins. J'ai eu une seule fibroscopie qui montre qu'il y a une comment dirais-je, il y a une inflammation. Non, il y a une inflammation, mais ils retrouvent des archées et c'est tout. Voilà. Et des archées, pas des archées. Ben, je ne sais pas. Je vous dis ce que moi j'ai lu sur la fibro. Et c'est tout. Tout est à peu près normal. Il y a eu la bilirubine qui n'était pas très bonne et puis qui s'est stabilisée. Et sinon, pendant le Covid, moi je suis soignante. J'ai eu le Covid immédiatement après mars 2020. Enfin, j'ai fermé mon cabinet et je suis tombée malade. Il y avait quelqu'un de malade dans ma patientèle. Et c'était le moment où c'était le plus terrible, donc, puisqu'il fallait rester chez soi, rien demander à personne. Et en fait, j'ai commencé à avoir tous ces symptômes-là en septembre. Et là, j'ai absolument aucun traitement, si ce n'est moi qui arrive à juguler les choses. Je vois que c'est mieux. Alors ça, je le dis pour tout le monde. Peut-être ça peut aussi vous aider. La vitamine C, je viens de lire un article hier soir. Elle fonctionne mieux si on la prend. Moi, je prends de l'acérola que je coupe en tout petits morceaux et j'en prends plusieurs dans la journée, plusieurs petits morceaux. Je suis à 1 gramme, mais je le prends tout au cours de la journée. Et je trouve que j'ai moins ces effets de langue, de brûlure. Et puis la bromélaïne aussi qui m'a apaisée et la cetirizine.
Donc les anti-H1, la vitamine C, on revient sur les mêmes traitements qu'on a dit. Oui, alors je veux bien, moi je vais aller acheter la fomatidine. L'autre question que je me posais, c'était la DAO. Et ça, c'est pareil, il faut trouver quelqu'un qui veuille bien la doser. Et surtout, l'autre question, c'est qui peut prescrire l'ivermectine? Qui prescrit l'ivermectine? Oui. Bah, il n'y a que des médecins qui croient. C'était ça ma question à la base. Oui, mais qui? Moi, je n'ai pas de médecin alors autour de là, moi qui va vouloir me prescrire ça. Pour faire quoi? non, mais là, on arrive dans le même problème que celui des prescriptions en Covid en phase initiale. On a des médecins qui ont prescrit les traitements ambulatoires précoces, mais ils n'ont pas été nombreux puisque même les pharmaciens ont été invités à jouer ce rôle très malsain de dénoncer les médecins prescripteurs. On risque de voir aussi les médecins qui prescrivent l'ivermectine dénoncer auprès du Conseil de l'Ordre. Il y a vraiment un jeu très, très malsain actuellement en France. On peut espérer pour l'ivermectine qu'on sorte de la polémique qu'on a eue en printemps 2020 sur l'hydroxychloroquine, parce que de plus en plus de pays européens commencent à la valider. Donc, on peut espérer que la France, à la traîne, finira par accepter l'ivermectine. Bon, on voit le rôle très délétère du Lancet qui fait des études vraiment orientées pour dénoncer toutes les molécules intéressantes parce que à chaque fois, les études sont menées sur des cas trop tardifs. Mais on voit cependant beaucoup de pays européens qui valident l'ivermectine. On insistera de notre côté auprès du Centre national des thérapies, mais c'est vrai que la France privilégie plus des molécules très très chères que les anciens médicaments. Après, on ne peut absolument pas vous donner de liste de médecins, on n'a absolument pas le droit. Toutes les actions de l'association seraient arrêtées et les quelques médecins de l'association ne peuvent pas prescrire à tous les membres, c'est impossible. Là, je sais que c'est difficile de porter une information et de ne pas vous donner le nom d'un médecin prescripteur. C'est très difficile, effectivement. Après, on a une expérience, nous, avec les malades thyroïdiens qui se sont retrouvés en 2017 avec un gros problème aussi, et des médecins qui n'évaluaient les problèmes thyroïdiens qu'avec la TSH. Et c'est en les informant, en les renseignant que progressivement, les malades ont appris à dialoguer. C'est vrai qu'il ne faut jamais prendre son médecin généraliste de front. Il faut tenter d'ouvrir le dialogue avec lui. Et je vous promets que ça fonctionne. Les malades du lévothyrox, s'ils étaient là, vous diraient que ça a fonctionné pour eux, d'amener de la documentation, d'amener des recommandations, d'amener des articles à leurs médecins traitants. Ils ont ouvert le dialogue et ont obtenu comme ça une meilleure prise en charge. Est-ce que l'Artémisia annua peut faire office de l'ivermectine? L'Artémisia, non, ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. L'Artémisia, c'est un antipaludéen. L'ivermectine, c'est un traitement de la gale. Initialement, c'est le stromectol, c'est le traitement de la gale. Et quelques parasites aussi, et ça n'a aucun rapport avec l'Artémisia. D'accord. Alors, il y a Denisa qui gentiment attend son tour. Excuse-moi, Guy. Oui. Denisa, qui voulait prendre la parole. Il faut réactiver le micro, Denisa. Oui, voilà, bonsoir, c'est fait.
J'attendais que vous finissiez, docteur, et puis j'allais commencer après. Ou je peux y aller. Donc, oui, je vais y aller. Donc, je voudrais d'abord rebondir sur l'ivermectine que je prends en ce moment et sur un groupe anglophone. Les gens qui ont pris pendant un mois, ils ont vu leurs symptômes s'améliorer beaucoup. C'est mon cas aussi, alors que je prends juste depuis une semaine. Mais une fois qu'ils ont arrêté, les symptômes reviennent. Ou sinon, ils ont une inflammation du cerveau qui apparaît parce que l'ivermectine ne fonctionne plus. Donc, à mon avis, c'est peut-être pas la solution, l'ivermectine, sur la cause, en fait. Donc, ça, c'est des retours que j'ai eu. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est j'ai dû suivre un régime sans histamine. Donc, j'ai eu d'abord un Covid digestif au mois de mars l'année dernière. Et je suis arrivée à un moment où je pouvais absolument rien manger, je ne tenais pas debout. Et à force de faire des recherches de mon côté, je suis tombée sur le SAMA, le perturbation des mastocytes. Je me suis dit, je vais essayer un régime sans histamine, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a beaucoup amélioré, ça m'a permis de rester debout, de pouvoir sortir. Après, j'ai pris... pareil, j'ai pris H1 et H2, ça marche très bien pour moi. Maintenant, j'arrive à réduire le H2, la famotidine, je le prends pas tous les jours et ça marche. Mais ce que je voudrais aussi savoir, c'est un régime. Donc, j'ai vu un micronutritionniste qui m'a dit que l'intestin, pour guérir beaucoup de maladies, il faut guérir l'intestin. Donc, elle m'a donné un régime anti-inflammatoire calqué sur mes besoins, c'est-à-dire alternance de diarrhée et de constipation, et de prendre de la glutamine, perméaline, glutathione et vitamine C, et des bons probiotiques sur 4-6 mois. Maintenant, j'aimerais avoir votre opinion. Est-ce que guérir l'intestin, ça peut être quand même une solution? Est-ce que la perméabilité de l'intestin, ça joue aussi apparemment pour Lyme, mais est-ce que ça peut jouer aussi pour Covid? C'est l'hypothèse. Maintenant, on n'a pas la preuve formelle. Il n'y a pas d'études formelles, mais c'est l'hypothèse principale dans toutes les maladies intestinales. C'est la perméabilité intestinale, l'immunité intestinale et modifier le microbiote. Donc oui, bien sûr. Maintenant, il n'y a pas de régime type. Je ne connais pas actuellement de régime type qui a été donné. Maintenant, votre micronutritionniste vous a donné un régime. Si ça marche chez vous, tant mieux, il faut le continuer. Donc, mais je ne connais pas, je ne pourrais pas vous dire prenez tel médicament ou tel aliment et tel aliment. Donc, ça serait mentir. Je ne peux pas vous le donner, je ne peux pas vous le dire ça. Par contre, je peux vous déconseiller certains aliments, les sucres raffinés, tous en fait, il faut remanger en faisant vous-même votre cuisine, etc. Donc, ça, c'est très bien ça. Oui, c'est ce que je fais. Mais au niveau de la cuisine, est-ce que c'est bien de manger plutôt cuit ou plutôt cru? Parce qu'en ce moment, au début, bien sûr, l'intestin ne supporte pas cru, mais à terme, qu'est-ce qui est mieux pour l'organisme? L'organisme, si c'est cuit, il va digérer mieux au départ, puisque les aliments sont déjà cuits. Mais les crudités, par exemple, on sait que manger trop de crudités, c'est pas bon pour l'intestin. Manger trop de fibres, c'est pas bon non plus. Donc, il faut faire attention. Manger que de la salade, c'est pas bon. C'est bien d'en manger, mais il ne faut pas manger que de la salade. Sinon, vous allez d'abord, ça ne fait pas grossir et ce n'est pas bon que ça. Et en plus, ça augmente trop le ballast fécal et vous allez risquer d'aggraver soit la diarrhée, soit d'aggraver votre constipation. Donc, il faut faire attention. Il ne faut pas manger que des crudités. Donc, mais manger cuit, on sait que manger cuit, ça a changé beaucoup pour l'homme, puisque le feu, l'apparition du feu et les aliments cuits, ça a changé beaucoup, puisque les aliments étaient cuits, il y avait moins de bactéries et tout ça. Mais manger que cuit, c'est pas bon forcément aussi. Donc, il faut faire la part des choses.